Bonus. Trax. Sorti au beau milieu de l'été 2021, Kill Team Octarius signe le retour des jeux d'escarmouche dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais au juste, que vaut cette nouvelle version de Kill Team ? Eh bien, on en parle tout de suite à bord du Land Rider. Et aujourd'hui, à bord de notre illustre véhicule, j'ai le plaisir de recevoir, comme toujours, mon cher JB. Bonsoir. Mais également deux invités de marque, puisqu'il y a Charles, a.k.a. Dreed. Salut. Bonsoir. Charles. Ça va ? Très bien, et toi ? La forme ? Bah ouais. Très impatient de parler de Kill Team, je le vois. Je sens que ça va débattre pas mal, mais ouais. Ok, très bien. Et un autre concurrent à Charles, au titre de meilleur débatteur, bretteur verbal, type sympathique en tout genre, qu'on appelle Arnaud. Bonsoir. Et qui est ALB fromager, je peux le dire comme ça. C'est ça, exactement. Qui vient ne pas nous parler du fromage. Non, pas aujourd'hui. Double négation, ça veut dire qu'il vient nous parler d'autre chose. Et je crois que c'est Kill Team, la nouvelle édition. Si vous avez écouté l'intro, vous suivez. Et JB a l'air de me dire, oui c'est ça, c'était la bonne intro. C'était ça, bravo. Donc, on va parler de Kill donc Team. tout va bien. Oui, on va parler de Kill Team. Et puis avant ça, je vais vous faire un petit récap quand même sur Kill Team. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce jeu d'escarmouche. À la base, savez-vous d'où ça vient ? Eh bien, ça vient du 4e bouquin de règles de Warhammer 40 000. Qui jouait à Warhammer 40 000 en 4e édition à cette table ? Ah, Charles, lève la main. J'ai joué un peu en V3, mais j'ai pas dû jouer en V4. Ok. Eh bien, à l'époque... Vas-y, Charles. Ouais, mais même avant, je crois que ça venait d'un White Dwarf, non ? Eh bien, peut-être, je ne sais plus, mais je Il y me avait pas souviens... les règles 40 minutes publiées dans un White Dwarf. Et ça s'appelait Kill Team ou pas ? Parce que Non, ça moi, j'ai s'appelait pas envie de te Kill Team. dire que dans le bouquin de règles de la 4e édition, ça s'appelait Kill Team. C'était un jeu complètement narratif, avec du gameplay asymétrique, où il y avait en gros, on va dire, un des deux joueurs qui était plutôt sur la défensive, avec assez peu de figues, mais des figues très résistantes, pendant qu'un autre avait plus de figues, moins résistantes, et du coup devait un petit peu infiltrer comme ça des zones. Il y avait toute une idée de sentinelle, d'alarme, des points d'alarme qui te permettaient d'activer plus ou moins de figues. C'était pas très compliqué, c'était plutôt un système de jeu assez sympa pour dire aux gens, bah tiens, vous voulez jouer à Warhammer 40 000 plus rapidement et avec on va dire une mouture un peu plus narrative, eh bien tentez ça. Et surtout, il y avait des conversions de toute beauté, il y avait des exemples de Kill Team, je vous invite à aller voir ça, vous tapez, je sais pas, Kill Team 4th Edition sur Google Images. Et vous allez voir, il y a des Corsair Eldar, il y avait des Space Marines inspirés de Blood Quest, le comic book. JB, tu l'as lu, oui. Donc tu vois de quoi je parle. Bref, c'était plutôt stylé. Et avec le recul, en préparant ce podcast, je me suis dit, mais merde, en fait, ces petits kits Bashi, ces petites conversions-là, ça m'a peut-être pas mal inspiré dans le hobbyiste que je suis devenu. Entre-temps, du coup, Kill Team a quand même pas mal évolué. Avant, du coup, cette édition-là, on avait une édition qui était calquée plutôt sur les statistiques de Warhammer 40 000, puisqu'on utilisait quasiment les mêmes, même les mêmes stats, en fait, le mouvement et les capacités de tir, les capacités de combat, tout ce que vous connaissez si vous jouez à 40 000, on l'utilisait à Kill Team. Est-ce que je dis une bêtise, Charles ? Non, c'est exactement les mêmes règles jusqu'en V7 de souvenir. Et même du coup en V8, puisque la dernière édition date, concours avec la V8. Ouais, mais celle de la V8, ça va être quand même des modifications sur c'était les mêmes lignes de stats, mais c'était pas, ça se jouait pas exactement de la même façon, même ça reprenait les phases et tout. Ouais, donc ça y ressemblait, mais c'était quand même un jeu moyennement à part. C'était un mode de jeu ou c'était un jeu indépendant à l'époque ? C'était un jeu indépendant, mais du coup, on vivait, qu'on utilisait via des figues et des. Alors, c'est vrai qu'ils avaient sorti un certain nombre de bundles, mais en fait, c'était les mêmes kits et du coup, par rapport à l'utilisation des statistiques, quasiment les mêmes principes que Warhammer 40 000. Donc, je pense que si tu te jetais à Kill Team, c'était vraiment l'idée de jouer à 40 000 à une plus petite échelle, même si. Au final, l'échelle plus petite est compensée par le fait que tu rajoutais des règles. Donc il y avait des exemples un peu rigolos du style dans l'édition précédente. Quand tu te faisais charger, tu pouvais choisir de contre-charger ou de battre en retraite. Alors qu'à 40 000, tu peux que contre-charger ou prendre ta charge dans la tronche. Tu pouvais aussi faire tomber un ennemi en le touchant s'il était en hauteur, des petits trucs comme ça. Mais globalement, c'était très proche en fait de ce qu'on connaissait à 40 000, avec un système de spécialistes qui gagnait de l'expérience. C'était une surcouche en fait plus qu'autre chose. Ouais, je pense. Et puis c'est vrai qu'avec l'arrivée de Warcry par la suite, dont on a parlé dans un numéro qui est
excellent et que je vous invite à écouter, il y a pas mal de voix qui se sont élevées pour dire tiens, pourquoi on n'a pas un jeu d'escarmouche à part entière avec Warhammer 40 000 qui n'est pas forcément basé sur les règles du jeu de base. Peut-être qu'il y aurait des kits, peut-être qu'il y aurait des mécaniques assez inédites. Et c'est vrai que ça a commencé un petit peu à germer dans la tête des fans, surtout que le jeu Kill Team commençait quand même plutôt à se tourner vers du spamming. Je parle sous ton contrôle, Charles, parce qu'on en a parlé tous les deux, mais il me semblait qu'en gros, tu ramenais le plus d'armes spéciales possible. Ouais, tu n'avais pas vraiment de limitation comme tu as beaucoup à 40K pour voir des listes vraiment équilibrées. Donc en gros, tu mettais du plasma partout et tu avais une kill team assez efficace, quoi. Ouais. Parce que le plasma, c'est bien. Le plasma, c'est beau, ça colle à la peau. Et on en arrive à la nouvelle édition de Kill Team. Et je vais me tourner vers vous, messieurs, et vous demander, est-ce que du coup, vous aviez des attentes ou est-ce que vous avez juste un petit peu découvert ce jeu comme ça à la volée, sachant qu'on fait partie du même groupe de joueurs et donc parfois, on s'entraîne les uns les autres dans des idées plus ou moins viables pour notre santé mentale, notre porte-monnaie, la place qu'on a dans nos appartements parisiens, etc., etc. JB, je me tourne vers toi. Alors, moi, quand ils ont annoncé le retour de Kill Team, j'ai été très chaud par les figues et les décors, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais j'avais des doutes quant à la place qu'allait avoir le jeu, parce qu'en fait, ils avaient rendu les parties de 500 points, de 40 000, je trouve correctes. Avec la V9, avec du coup, la entre-temps, V9. ouais. Et je trouve que tu peux jouer rapidement quand tu joues en 500 points, et t'as pas beaucoup de scénarios dans le livre de règles, donc tu vas un peu vite faire le tour des scénarios, mais tu peux en créer d'autres, tu peux en adapter d'autres, je pense. Et en vrai, je trouve que les parties en 500 points de Warhammer étaient vraiment cool. Donc j'étais là, jouer à Kill Team, si c'est juste pour faire 40 000 plus vite, ça existe déjà, 40 000 en 500 points marche. Donc il fallait vraiment que le jeu propose autre chose. Il propose complètement autre chose, donc ça c'est cool. Après, est-ce que cette autre chose fonctionne? On en parlera tout à l'heure. Clairement, Charles, je te voyais hocher la tête, parfois à gauche. Moi, je suis justement parfois à droite. Je comprends l'argument de JB sur les 500 points, mais moi, j'ai un problème avec la version 500 points de 40 000 qui est sympa à jouer pour si tu veux faire des petites parties. Ah, mais tu joues Custodes, donc t'as Oui. 2 figues. C'est pour ça que t'aimes pas ça. Je joue pas que Custodes. Tu joues Space Wolf, t'as 3 figues. Okay. Je joue pas que Space Wolf et Custodes. Mais où je trouve que t'atteins très vite les limites en fait, du mode 500 points où tactiquement, c'est pas hyper intéressant. Ta game en fait se joue très rapidement, elle devient très vite unilatérale en fait. Et moi, ce que j'espérais de Kill Team, c'était un jeu avec peu de figurines, qui soit très intéressant tactiquement et où tu peux faire une partie relativement rapidement. Voilà. Ok. Et toi, Arnaud, pour terminer? Moi, je pense que vulgairement, j'attendais ça comme un Warcry sur 40K. J'étais hypé par le truc parce que moi en l'occurrence c'était mon premier Kill Team, mais c'était surtout le côté petite escouade, petite table de jeu rapide. Bon, ça on en reparlera après, c'est pas forcément le cas, mais pour moi c'était un à côté du 500 points qui, comme dit JB, je trouve au final hyper assez facile à mettre en place et plutôt rapide à faire. Donc je voulais un truc supplémentaire, peut-être un truc qu'on pouvait faire à la maison un peu plus vite. Mais je voyais ça vraiment comme le Warcry du 40K. De mon côté, je rappelle, assez nouveau dans le hobby et pas avec autant ni d'expérience ni d'histoire sur les anciennes versions. Donc, mais après, c'est une demande qui était, une demande ou une attente qui était carrément légitime par rapport à ce qui s'était fait sur Warcry. Oui, et autre chose, que Arnaud t'en parlait là et ça m'a fait tilter, moi je l'aurais bien vu aussi comme un produit d'initiation. Ouais. Parce que commencer 40 000, ça peut être compliqué, que ce soit par le nombre de figurines, que ce soit par le nombre de règles à assimiler. Si tu fais le parallèle AOS Warcry, tu peux commencer Warcry hyper facilement, même si tu n'as pas l'expérience du Wargame. Ouais, j'avoue que c'était comme ça que je voyais l'ancienne version de Kill Team. Je la voyais vraiment comme une version d'initiation avec, il y a cette boîte là dans le fond du truc qui est un peu plus orange que le reste. Vous avez tout dans la boîte directement. Ce qui est dans l'ADN du jeu à la base même. Ouais, et du coup, je le voyais vraiment comme ça. Kill Team, c'était vraiment les règles de 40K avec un peu modifiées, mais c'était les règles de 40K, quoi. Et puis après, il y avait il y a des gardes impériaux dedans et du coup, c'était cool aussi. Donc c'était surtout ça qui me... Je concours. Oui. Effectivement. Et bien, du coup, avec ces attentes, on les a confrontés à pas mal d'articles de Warhammer Community, parce que comme toujours, Games Workshop s'est un peu fait attendre et nous a distillé au compte-gouttes un petit peu les nouveautés de ce Kill Team. On a d'abord vu justement la ligne statistique. On a vu que, par exemple, un simple humain avait 7 points de vie, là où il en a 1 à Warhammer 40 000, que le mouvement était découpé en des chiffres et des pictogrammes. Pas mal de petites choses comme ça qui ont été... distillés au fil des jours et des semaines et qui nous ont vite fait comprendre qu'on n'allait pas avoir affaire à un produit d'initiation
pas vraiment un jeu plus apéro, plus narratif comme Warcry non plus, mais plutôt quelque chose effectivement qui ne serait pas Warhammer 40 000, mais qui resterait assez pointu, je dirais, pas tellement comment dire, un jeu que quelqu'un qui a zéro expérience du wargame va pouvoir apprécier comme ça juste en ouvrant la boîte. Clairement pas. Moi j'ai plus de souvenirs de la com de Warcry. Au lancement. Mais il y en avait moins parce que c'est Age of Sigmar déjà. Voilà, mais tu vois là, autant quand il y a un codex qui sort, machin, que tu sais que tous les jours tu vas avoir un article avec un petit bout de règle, un petit bout de machin, vu que tu es dans un jeu que tu connais, je trouve que ça se lie assez facilement. Là, avoir tous les jours un article qui dit le tir c'est comme ça, le corps à corps c'est comme ça, les lignes de vue c'est comme ça, moi ça m'a vraiment perdu. Je me souviens de discussions sur Discord, c'était pas facile tous les jours. Au bout de 3 ou 4 jours, j'ai dit en fait je laisse tomber, je vais pas lire les articles de community et je lirai le livre de règles quand je l'aurai en entier parce que là, j'arrive pas à me souvenir par rapport à ce que j'avais lu la veille, ce que ça voulait dire, ce que j'étais en train de lire. Mais même quand on a joué ensemble, je me suis rendu compte, en fait, la façon dont les règles sont écrites, elles sont écrites pour des gens qui ont l'habitude de lire des règles de jeux Games Workshop. Donc je vais pas approfondir sur les... Ouais, voilà. Bien sûr, mais effectivement, moi je voulais juste faire cette petite précision entre nos intentions et ce qui a été publié ensuite par Games Workshop. Peu importe la méthode, à la rigueur, le marketing, c'est leur problème et on va dire qu'on peut passer outre. Les règles et la façon de les lire un peu moins, mais c'est vrai que c'était intéressant de comparer un petit peu ce qui se disait autour de Kill Team, qui était un peu un non-jeu, en fait, je le dis assez méchamment, mais qui était peut-être une version d'initiation, mais qui n'avait pas, en fait, au-delà de ça, sa personnalité propre, je trouvais, ni dans les kits, ni dans les règles. Tu voulais rajouter Moi, un truc, j'ai surtout l'impression qu'ils ont d'abord axé la communication sur les kits. Beaucoup. Il y a eu quand même un trailer avec du coup les commandos orc et la devcore de Krieg, et donc du coup il y avait vraiment cette idée de on peut se permettre de faire de la CGI. Après, la com est passée par le contenu de la boîte, les décors et les règles, mais ça a été, comme dit JB, ça a été des articles de Warhammer Community qui ont été lancés sur une semaine entière, qui ont été fragmentés, mais c'était vraiment à la toute fin en disant si vous voulez lire du texte, c'est maintenant, allez-y. Mais on sait déjà que vous êtes hypé parce qu'on vous a montré tout ce qu'il y avait à montrer sur les figues. Clairement, moi j'ai pas voulu parler des figues parce que les commandos orcs, je fais 2 heures dessus. Mais on va en parler quand même, JB. Du coup, juste pour les auditeurs et auditrices qui débutent un petit peu, soit Kill Team ou soit le Wargame de manière générale, sachez qu'effectivement, si vous voulez pas aller au bout de ce podcast, on vous le confirme, Kill Team c'est pas vraiment un jeu qui est fait pour les débutants. C'est pas non plus une forme d'initiation à 40K, c'est un jeu à part entière. Très tactique, certes un jeu d'escarmouche mais avec beaucoup de profondeur, avec notamment des règles sur les lignes de vue, sur l'anticipation de ce qu'on va faire avec l'adversaire, puisqu'on est sur une activation alternée, on va prendre une figurine puis l'adversaire va prendre une figurine, etc. On est sur un jeu quand même qui est assez complexe à lire, à prendre en main et par la suite à jouer, parce qu'on s'en est rendu compte en faisant, et j'aurais peut-être dû commencer par là, un week-end entier à y jouer, que même en y jouant beaucoup le même week-end, j'ai pas l'impression qu'on a fait ce que j'appellerais des économies d'échelle, tu sais, au bout d'un moment tu mets tellement en place, tu connais tellement bien les règles que t'as pas vraiment de doute. Il n'a jamais eu de fluidité. Non. Ouais, et n'est pas très très fluide de ce point de vue-là. Moi, j'ai eu du mal à gagner, en tout cas en expérience, dans la répétitivité des gestes et des. Je trouve que c'est surtout le cas en narratif. C'est vrai que ça ralentit un petit peu les choses. Avec JB, on a fait une partie ensemble. En plus, c'était la première fois qu'il jouait ses orques, tu vois. Et on a réussi à faire une partie en 1 heure assez rapidement avec le scénario de base. Ouais. Quoi. Après, voilà, l'avantage des orques, c'est que tu sais que stratégiquement, tu n'as pas grand-chose à anticiper, à réfléchir, tu charges. Mais ouais, le mode narratif auquel on a principalement joué, rajouter une petite surcouche de règles au début et à la fin, notamment à la fin. Même de notation pendant la partie qui ralentissait pas mal le jeu. Qui ralentissait un petit peu le jeu. Mais moi, à la fin du week-end, j'étais rodé. En vrai, ouais. Ok, bon, c'était peut-être que mon avis. Après, c'est le plus intelligent du groupe aussi. Donc, c'est vrai qu'il est très intelligent. C'est moi qui ai gagné. Voilà. Oui. C'est vrai. Mais juste pour conclure, après je te laisse avancer. En gros, pour les gens qui veulent arrêter là, plus ou moins ne faites pas. Non, faites pas ça. Non, mais notre avis, mais n'achetez peut-être pas la boîte du coup si ça vous parle pas. Si, je pense qu'aujourd'hui vous allez en magasin Games Workshop. Pour 2 raisons, les vendeurs vont vous conseiller 40K et pas Kill Team. La première, elle est très con, mais c'est que, d'un point de vue commercial et mercantile, ils ont plus d'assets à vous vendre sur du 40K que sur du Kill Team pour l'instant. Forcément, ça va vous coûter plus cher. Mais la deuxième, c'est qu'en fait, ils vont pas réussir à vous l'expliquer. Et je pense que pour ça, c'est en ça que le jeu s'adresse pas du tout ni à l'initiation ni aux nouveaux joueurs.
Et je pense encore moins aux personnes qui ont juste vu ça en se disant c'est une petite équipe qui a peu à peindre et je vais y arriver assez vite et comprendre les règles. Non, c'est pas par là que ça passe. Effectivement. On va s'arrêter là du coup. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est fini. C'est bien pour le mixage. Moi, j'ai 20 minutes à faire. Non, mais c'est quand même déjà service. une bonne conclusion sur la perception qu'on a de ce produit Kill Team. Mais effectivement, vous l'avez entendu, il y a un mode narratif, il y a un mode égal, il y a un mode libre qui permet de gagner du temps, mais qui, je pense, trouve très vite ses limites par rapport à ce qui est vraiment le jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu tactique où tu cherches la profondeur. Et c'est vrai que du coup, à Warcry, c'est jamais ce que tu cherches. Tu cherches une expérience plus cinématographique, pas vraiment tactique, plus fun, plus rapide, et plus limite t'enchaînes les games et t'as des situations un peu incongrues, mais c'est ça qui fait un peu le sel du jeu. Là, à l'inverse, tout est hyper calibré. Tu vois, genre j'ai en tête les schémas de mission. Des fois, t'es obligé de répéter 50 fois, tu sais, les objectifs pour être sûr d'avoir bien compris. Bon, bref, ça me donne un petit peu je vous le dis, j'ai des petits PTSD là comme ça qui reviennent, mais est-ce qu'on peut dire que tu transpires? Je transpire. Je transpire complètement. Mais je transpire de bonheur et de plaisir aussi quand je vois quand même ces belles figues. Et je vous propose d'attaquer une petite partie figurine pour qu'on soit peut-être pas trop salé ni trop déçu. Parce que effectivement, on pourrait passer des heures et des heures à critiquer des systèmes de jeu qui n'ont pas été conçus par nous-mêmes. Mais on peut très bien aussi reconnaître la qualité des sculptures de cette première boîte Octarius. Donc, qui du coup est une boîte en édition limitée, puis en fait ça revient, mais pas exactement pareil, en boîte de lancement. Je propose qu'on passe ce sujet sous le silence, vous le savez, méthode Games Workshop un peu relou. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, ou alors faites-le, je sais pas, de manière vraiment limitée. Je ne sais pas trop quoi faire de ces stratégies marketing, mais je les trouve assez crasses, on doit bien le dire. Et puis, même chose du coup pour la boîte suivante qui ne contient plus de quoi jouer. Donc comme ça, les éventuels débutants et nouveaux arrivants dont parlait Arnaud, ils ont encore moins de chances de rentrer à Kill Team. Donc c'est même une stratégie qui commercialement m'échappe un petit peu. Tout ça pour pas mettre des réglettes en plastique qui doivent coûter quelques centimes à faire. Mais peu importe, on a dit qu'on parlait des figurines. Et donc je m'adresse vers l'homme qui a déjà 2 fois le contenu de cette boîte. J'ai envie de dire... Il a 2 fois la moitié. Oui. Non, plus, parce qu'il a 2 fois les décors et 2 fois les commandos orques. C'est le plus gros Yankee à cette table. Et pourtant, je joue garde impériale. J'ai nommé JB. Qu'est-ce que tu penses de ces commandos orques? Et est-ce que ça fait plaisir après ces figues Finecast? C'était quand même assez belle, honnêtement, il faut le dire. Elles sont cool. Alors, les commandos Finecast, ils étaient cool. Par contre, ils étaient en Finecast. Oui, voilà. Et je les ai montés et peints juste avant la sortie de Kill Team parce que je me suis dit que si j'avais les nouveaux, si je faisais pas les anciens, je les ferais jamais. Et j'ai détesté les peindre, quoi. C'est dégueulasse. Oui, c'est la résine. Elles sont toutes tordues, la résine pourries, quoi. Mais voilà, laissons tomber Finecast. Maintenant, on a des jolis commodos en plastique. Et en vrai, je pense que je l'ai déjà dit, je crois, dans le dernier podcast, c'est le plus beau kit orc que j'ai monté depuis que j'ai commencé Warhammer. La finesse des détails, la qualité des figues, même un truc tout bête, il n'y a quasiment pas de ligne de moulage. Elles sont soit hyper bien cachées, soit elles sont très très petites. Vraiment, c'est un sans faute pour moi ce kit-là. Vous pouvez monter soit les armes spé pour Kill Team, soit chaque commando en version juste qui coupe et flingue. Et non, vraiment, elles ont plein de personnalités. J'étais pas super fan au début, la première fois qu'on les a vus, des masques, mais je pense que c'est plus un choix de peinture et un choix de schéma de couleur que de modélisme, parce que là, en les montant, je dis, ah putain, non, en fait, les masques à gaz comme ça, ils fonctionnent trop bien. Ils sont trop bien. Chaque figurine a vraiment une personnalité. Si tu prends les spécialistes Kill Team, ils sont tous trop bien. Mon préféré, c'est le sniper orc. Incroyable. Son sniper, c'est une mitraillette. Moi, j'arrive pas à savoir lequel est mon préféré, mais je crois que c'est quand même celui qui a le petit bonnet et le couteau suisse. Alors, tu sais que lui, il est incroyable. Des couteaux suisses, si tu veux, je t'en passerai parce qu'il y en a genre 6 ou 7 et c'est des bits que tu peux mettre où tu veux. Le petit grotte avec sa cagoule qui lui tombe juste sous le nez là. Oui. Il porte pas bien son masque, mais c'est vrai qu'il est très charmant lui aussi. Sam Fisher, quoi. Beaucoup de personnalités dans ces figues. Le côté tacticool, Tacticork ne me laisse pas indifférent. Qu'en est-il de mon cher Arnaud? Est-ce que tu les kiffes, ces orques? Ouais, ils sont très très cool. Moi, je les ai juste vus sur Grab, je les ai pas montés, mais ouais, c'est pour avoir justement monté l'autre partie de la boîte. Autant la finesse, je pense, tu la retrouves des 2 côtés, sur les 2 Kill Team, mais la personnalité, elle est vraiment du côté des orques, quoi. Vraiment, la Kill Team est très 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 cool. Que pensez-vous de leurs adversaires, nos amis, les gardes impériaux vétérans? De la merde. Fin du podcast. Ok, brutal. Non, alors, même moi en tant qu'orc, je
dois reconnaître que ce sont des bons adversaires. Et je suis heureux de les avoir en tant qu'adversaires. Alors pourquoi JB t'aimes bien ces figues? Est-ce que t'aimais bien la Devcore avant? Parce que on parle quand même d'un régiment qui est adoré, limite j'ai l'impression en marge des produits Games Workshop, et c'est limite une niche dans la niche, c'est-à-dire qu'il y a des fans de la guerre impériale et il y a les fans de la Devcore of Krieg qui du coup sont un peu, tu vois, genre Plus riches que les autres et du coup se permettaient d'acheter que des fiches. Fig Forge World. Bah et d'ailleurs beaucoup ont été ouais. déçus d'ailleurs par quelques éléments de redesign, tu sais, au niveau des yeux, au niveau des fusils, etc. qui ont déplu pas mal les gens. Et moi je sais que j'aime beaucoup les versions plastiques. Je pense que je préfère même les versions plastiques parce qu'elles font un peu plus futuriste et un peu moins historique. Ouais, t'as moins l'impression d'avoir des soldats de la Première Guerre mondiale. En fait. Ouais. Bah, t'as quand même encore le feeling, mais je trouve que c'est peut-être un peu moins évident. Je pense que c'est pareil, ça dépend de la couleur et du schéma comment que tu vas les lui peins. donner aussi. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de réactions quand tu vois les figurines en taille x3, tu sais, quand tu as les reveals et tout ça, et au final, quand c'est sur la table, tu vois pas tant de différence que ça par rapport à avant, quoi, si tu les peins de la même façon. Effectivement. Je sais pas s'il y a une différence d'échelle entre deux, parce qu'en tout cas, les orques sont pas plus gros que des boys normaux. C'est à peu près les mêmes, les jambes sont un peu plus épaisses, Ouais. et les fusils laser sont aussi un peu plus gros. Ouais, ça donne l'impression. Bah, en fait, tu as moins ce côté, je pense. Tu vois résine plastique très, très vite. Et je pense qu'effectivement, il y a un redesign un peu plus science-fiction aussi qui est intervenu. Et je pense que l'idée, c'est aussi d'éviter la confusion avec de la figue qui viendrait d'un wargame purement historique. Ouais. Les figues sont très cool en tout cas. La modularité du kit, je n'arrive pas à dire ce mot, mais est complètement dingue. Ouais. Arnaud, tu les as montés, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Je pense que c'est pas encore fait. C'est pas peint en entier, mais c'est la plus belle expérience de montage que j'ai eue cette année, déjà tout court. C'est peut-être pas loin de la plus belle expérience de montage tout court en fait. Pareil, les lignes de moulage sont top. Il y en a très peu, tout est assez bien caché. Moi j'avais peur vraiment du manteau et de l'ondulation du manteau, où justement souvent parfois c'est dur de on tombe sur des lignes de moulage ou on retombe sur des jointures qui sont pas ouf, et en fait ça c'est top à chaque fois. Super étonné vraiment de la précision sur chaque détail. Qui est, c'est vraiment le plus fin. Je trouve que la mallette du médic est hyper cool. J'ai eu l'impression de monter un Lego. Vraiment le montage est rigolo. Le montage est vraiment chouette dessus. Et puis l'intérieur de la mallette est entièrement fait aussi. Et c'est vraiment chouette. Et bah ouais, après tu dis la modularité. C'est un peu un casse-tête quand tu veux monter ta kill team et que t'as qu'une seule boîte, parce qu'au final tu peux pas monter toutes les options. Un peu limité au niveau des options, mais en soi avec 2 boîtes tu montes quasiment toutes les options. Je pense que tu peux sans avoir au moins 3 ou 4 doubles, quoi. Ouais, complètement. Effectivement, il faut avoir 2 boîtes si tu veux avoir toutes les options, y compris l'option de jouer 4 gardes vétérans en plus. Alors là, on rentre dans les détails des règles, mais c'est vrai que sur la modularité, ce qui est quand même assez excellent et qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est à quelques bras près. Enfin, même peut-être pas, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont ragé sur le fait que je crois qu'il y a un bras droit qui est vraiment utilisable que d'une seule manière, et si tu l'as mis, tu peux plus assembler je ne sais plus combien d'armes spéciales, donc ça c'est un petit peu un problème dans le design, mais sinon tous les bras vont sur tous les corps, qui vont sur toutes les jambes, donc tu as un truc limite à l'ancienne, quoi. Il y a le bras à pince bionique qui est différent, où là tu peux le mettre que là-dessus, mais sinon non, mais ils sont très cool. Beaucoup de personnalité et beaucoup de nerderie sur les médailles qui sont placées, la petite pelle que tu peux mettre, etc. Tu vois, personnalité, justement, je trouve qu'en fait la cohésion de l'équipe joue vraiment bien, dans le sens où passer le sergent, ils se ressemblent quand même tous plus ou moins. Il n'y a pas vraiment cette différence que tu as sur chaque orc, où c'est très défini. Tous des masques à gaz, et c'est un peu l'identité du régiment aussi. Là, il y a vraiment, je trouve que ça colle bien en fait avec le jeu en lui-même, où tu as moyen de masquer une figurine juste parmi les autres. Et voilà. Pas bête, c'est vrai. Moi, je trouve intéressant le contraste en fait entre les deux bandes, où l'équipe la plus inhumaine, c'est les Krieg en fait. Ils sont tous effectivement c'est le lore qui vient, en fait, leur design vient du lore, où c'est des clones en fait, un peu ils sont tous habillés de la même façon avec des masques à gaz, ils ont pas de visage et tout ça. Et le lore suggère même que ce sont littéralement des clones. Ouais. Et ça leur donne un côté très inhumain, alors que les orques, eux, ont beaucoup de personnalité, beaucoup de charme et tout ça.
C'est assez marrant. Ouais, très cool. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que moi, quand on les a vus, j'ai limite plus flashé sur les orques au début, parce qu'il y avait vraiment ce côté tactical. Et après, quand j'ai appris que. Quand il a dit ça, j'ai eu des surfroids, j'ai dit merde, on va pas pouvoir partager la boîte. T'inquiète, il fallait quand même que j'ai 2 ou 3 criques dans cette armée garde et cette collection garde. Non, mais c'est vrai que après, c'est plus le côté adaptable du kit qui m'a vachement parlé sur la finalité du jeu. Est-ce qu'on va faire des figurines? Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais du coup, je pense que ça va faire un très beau kit par la suite pour les fans de la garde un peu. Et moi, j'ai une question au niveau des figurines. Je voulais savoir si au niveau conversion, il y a beaucoup de possibilités, à la fois chez les Krieg que chez les orques, en fait. Alors, chez les orques, t'as pas vraiment de. Au sein du kit, en tout cas, c'est soit tu vas les monter avec les armes spé Kill Team, soit tu vas leur mettre les couteaux et les pistolets. Ce qui change, c'est que c'est plus tout à fait les mêmes jointures au niveau des bras que les anciens orques. Donc, tu peux pas adapter et changer les pièces telles quelles par rapport aux anciens kits. Par contre, voilà, vu que c'est des orques, ça reste quand même des figues qui sont assez grosses, assez mastoc, assez grossières, où tu peux facilement, avec de la green stuff, même si t'es pas hyper doué en sculpture, venir combler la jointure d'un bras ou d'un truc comme ça. Ouais. Et puis, vu que c'est des orques, tu peux toujours trancher un bout de bras, coller un bout de main, et c'est pas grave si c'est pas nickel. C'est pas les armées Imperium, tu vois, c'est pas les Space Marines, c'est pas toi le Mechanicus ou la garde, ou avoir des trucs un peu moins crado, ça passe pas, quoi. C'est l'avantage des orques, c'est que tu peux toujours bidouiller des trucs. Mais ouais, c'est plus les mêmes jointures que le kit de Boys. Donc il y a quelques petites frustrations sur ça en disant ah putain, j'aurais bien mis tel bras sur telle figue, mais tu sais que tu vas devoir un peu bidouiller. Mais en gros, ça passe. Même chose pour la garde, tu vas devoir un petit peu bidouiller, mais on a quand même vu depuis l'apparition du kit, j'ai vu quand même pas mal de gens faire des conversions d'autres régiments, je pense aux Chemdogs de Salvar, j'ai vu des gens mélanger ça avec le kit des fantômes de Gaunt, avec le kit cadien, avec le kit cadien Forge World où ils ont les respirateurs pour faire des cadiens avec des manteaux longs, c'est un peu type hiver. Il y a un gars qui les a fait en Valalan aussi qui sont hyper bien, donc je pense quand même c'est le kit que les fans de la garde impériale attendent depuis des années, c'est le kit plastique où tu as des mecs avec des manteaux et après tu te débrouilles parce que je pense que c'est un peu une armée de débrouillards différemment que les joueurs orques, mais c'est vrai que tu as quand même cette idée de je vais personnaliser mon régiment, c'est pas très grave s'ils ont pas tous un manteau, tu vois, c'est pas un manteau soviétique, tu vois, si tu veux faire des Valalan, mais en sculptant un peu de la fourrure ça et là, tu retombes très vite sur tes pas. Et moi j'ai été complètement d'ailleurs, du coup gros big up aux sculpteurs parce que je pense que quand ils redesignent les devcore, il y a aussi cette adaptabilité là qui rentre en compte, histoire de dire faut que les gens puissent aussi les personnaliser. T'as même des gars qui ont fait, tu vois, des prétoriens ou des trucs genre les Ventrilian Nobles de Pitchy, là, de Warhammer TV. Enfin, t'as vraiment plein de mecs qui ont réussi à se les approprier, et ça généralement c'est quand même un bon signe de la qualité du kit, quoi. Donc voilà pour Octarius. Est-ce qu'on passe à Shalnanaf Shalnanaf, comment on prononce? Chalnov, je sais pas. Shalnat. L'autre boîte, la deuxième boîte, donc qui est une boîte d'extension. On n'a pas parlé des décors orques, mais JB, je pense que tu nous diras qu'ils sont excellents et ils sont très sympas. Modulaires. Ouais, parce qu'en fait, tu as 4, on va dire, bunkers, 2 bunkers que tu as 2 fois, que tu peux emboîter pour faire soit un très grand bunker, soit des angles. Tu as une espèce de pompe à essence qui est trop bien, qui est hyper cool, et par contre ils t'ont remis la grappe de barricade de Speedfreaks qui avait déjà dans Speedfreaks et qu'ils avaient déjà mis dans le kit du Make Shop. Elle est remboursée celle-là, je crois. Je l'ai 4 fois maintenant. 3 fois parce que j'ai pas le Make Shop. T'as pas encore le Make Shop. Pas encore. Mais tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pris le Make Shop. Tu vois, j'étais là, non mais c'est bon, j'ai déjà les barricades, et là maintenant je les ai 3 fois les barricades. Il y en a 2 que j'ai pas peintes, hein, donc s'il y a un auditeur qui veut les barricades, il me le dit, je lui file, hein, parce que j'en ai marre de les avoir chez moi. Voilà, débarrasser JB. Moi j'ai juste une petite déception sur les décors orques en fait, c'est que tous les décors 40K sortis depuis ces dernières années sont faits pour être mis ensemble en fait, que tu peux les mélanger et tout ça, et j'ai pas l'impression que ces décors orques là soient mélangeables en fait avec le reste de la gamme. Parce que c'est pas pas du tout la même ambiance. Mais tu vois, par exemple les entrées de tuyaux sont faites pour être les mêmes tailles, le même diamètre que celles des tuyaux de Prométhéum, ce genre de trucs. Comme ça, tu peux vraiment faire une table un peu organique, tu vois. Donc tu peux imaginer des orques qui ont repris des bâtiments impériaux, qui les ont transformés, ce qui est un peu censé être le décor, et pouvoir faire ce côté un peu organique d'une ville qui devient progressivement en fait orque, tu vois. Et tu peux pas vraiment le faire avec ça. Ouais, je vois effectivement ce que tu veux dire. C'est vrai que en lui-même le kit est bien, mais tu peux pas trop l'adapter avec autre chose.
Ouais, mais à la rigueur, si ça peut un peu créer une sorte de percée au sein de cette gamme, parce que les décors, et d'ailleurs le gars qui design les décors à Warhammer 40 000 et même ceux à AOS, je sais pas si c'est la même personne, je trouve qu'ils font des boulots de dingue, à chaque fois c'est hyper bien, et ils font tout pour qu'on achète du terrain, alors que c'est historiquement ce que les wargamers détestent peindre. Mais du coup, c'est vrai que moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé cool, c'est quand dès qu'ils ont sorti les tout premiers bâtiments, d'ailleurs, qui sont plus du tout à l'échelle, mais tout premiers bâtiments impériaux, on a joué dessus d'ailleurs avec Kill Team, parce qu'il y avait un de mes vieux bâtiments sur nos tables. J'ai trouvé que c'était hyper bien. Et en fait, très vite, j'ai eu cette sensation de ah putain, mais j'aimerais trop avoir la même pour les Tau, pour les Orcs, pour les Eldar et tout, tu vois. Et donc, je trouve que c'est quand même cool que là, les Orcs, qui sont quand même une faction super importante du lore, ils aient, quitte à ce que ça soit 3-4 baraquements et qu'effectivement il y a de la répétition dans les barricades, mais je me dis, un mec qui a une armée de ouf, il a toute la collecte orc, il peut encore se dire, attends, j'ai encore un projet à faire orc, c'est une table de ville orc, et c'est ce que fait JB. Tu vois, parce que donc le kit, je l'ai 2 fois. Donc en tout, je vais avoir 8 bâtiments. Je vais avoir 2 fois l'espèce de pompe. J'ai aussi, on m'a offert pour mon anniversaire le décor qui est sorti avec le codex V9, là, le gros bunker hot boss. Ouais. Donc entre ça, et celui-là, il marche super bien, par exemple. Mais il marche très bien avec, il s'intègre hyper bien. Entre ça, le bunker et si je rajoute le make shop, je pense que je suis pas loin de pouvoir faire une table full orc, décor que Games Workshop. Ce qui est assez rare. Parce que là, j'ai d'autres décors pour mettre à côté, mais je pense que je suis pas loin de faire au moins, tu vois, sur du 500 ou du 1000 points. Je pense que j'ai une table full. Pour du 2000 points, pas encore. Mais, yes. Mais du coup, points, de toute façon, pour faire la transition vers Chalnaf, la deuxième boîte, c'est vrai que là, pour moi, c'est une petite déception parce que quand on a su que ça allait être Leto, je me suis dit, ah putain, ce serait énorme qu'à chaque fois, ça soit l'Imperium contre une faction Xenos et que les décors, ça soit les décors Xenos pour changer, tu vois. Donc, Leto, ils avaient déjà des petits trucs. Ils ont des tranchées, des tourelles et tout. Ouais. Et du coup, limite, ce qui est assez intéressant, c'est que si on pense game design, tu te dis qu'une architecture extraterrestre, elle peut amener une verticalité ou des règles qui n'existent pas, tu vois, dans Octarius. Et moi, je pensais peut-être naïvement que c'est ça qu'ils allaient faire. Et non, trop mignon, on a recyclé des bâtiments qui sont cool, hein, par ailleurs. Je les trouve moins adaptés à Kill Team quand même. Ouais. Bah vas-y, Charles, parle-nous un petit peu. Ils sont très hauts, c'est ceux que j'ai peint d'ailleurs pour le week-end. Mais ils sont beaucoup plus hauts et avec la version actuelle des règles, en fait. Il y a une update du coup de la règle. Une update pour pouvoir monter plus facilement dessus, tout ça, mais ça fait un peu une espèce de petit contournement de règles pour pouvoir les jouer en fait, au jeu. Mais après, eux, ces décors-là, ils sont super bien, ils sont super modulaires. Ils n'ont pas autant de personnalité qu'en fait que les décors orcs, qui ont énormément de personnalité, mais contrairement du coup aux décors orcs, tu peux vraiment les mélanger avec tout le reste de la gamme de décors, que ce soit le secteur Mechanicus, les tuyaux, l'espèce de labyrinthe que tu as et tout ça, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ces décors et donc ça fait plaisir de les avoir, même si ceux-là on les avait déjà vus. Ce qu'on n'avait pas vu, c'était des sorts de bataille, des novices sorts de bataille. J'ai oublié leur nom. Les novices in Universe. Ok, tout simplement. Bien joué, mon Charles. Qu'est-ce qu'on pense de ces sorts de bataille en devenir? Est-ce qu'on les trouve cool? Elles ne portent pas encore une armure énergétique, elles n'ont pas encore des bolters, elles ont des petits autopistoles ou des petites fusils mitrailleurs. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? JB, t'as pas l'air très convaincu? Non, les sorts de bataille, c'est pas une armée qui me parle beaucoup. Ouais. Et cette unité-là, je l'ai pas trouvé ouf, mais je pense que c'est surtout le schéma de couleur. Parce que quand je l'ai vu après avec des schémas de couleur un peu plus proches des schémas de couleur des sœurs, j'ai trouvé ça bien mieux. Parce que là, elles sont en bleu et en marron en fait. Bleu, marron, noir, beige. Très ternes en fait. Ouais. Alors que dès que je les ai vues peintes avec du rouge, avec juste même un contraste noir-blanc un peu plus marqué, je trouvais qu'elles rendaient beaucoup mieux. Après, nos potes qui jouent sœurs de bataille les aiment bien, donc j'imagine que pour les joueurs sœurs de bataille c'est une bonne chose, mais moi je suis assez neutre par rapport à ça. Et donc on salue au passage Julien et Yannick qui nous écoutent peut-être et qui ont joué sœurs de bataille tous les deux lors de ce week-end, et on est sûr qu'une fois qu'ils mettront la main sur ce kit, ça va être le fuego. Qu'est-ce que t'en penses toi, mon cher Charles? Alors, je les aime bien. Après, les sœurs de bataille, c'est pas trop mon délire non plus, mais je les aime bien. Mais là où c'est intéressant, je trouve vraiment au niveau des designs des figurines, c'est que chaque figurine a une personnalité qui rappelle un peu un des archétypes des sœurs de bataille. Des sœurs de bataille. Donc tu as l'espèce de bannière, tu as celle avec le fouet pour faire les... J'ai oublié son nom, mais celle qui fouette les autres sœurs de bataille. Ouais. Voilà, etc. Tu as celle avec une grande épée tronçonneuse pour faire un rappel des Repentia, etc., etc.
Et c'est vraiment intéressant de voir que toute la gamme en fait un peu sœur de bataille est concentrée dans cette petite unité. T'as vraiment le côté novice et elles sont en devenir et limite tu vois que Exactement. chacune va aller plus tard dans une unité différente. Ouais, puis c'est une des réussites déjà de ce Kill Team, c'est que du coup les kits sont conçus pour Kill Team, et donc tu as cette idée de spécialiste, tu montes plutôt celui-là ou plutôt celui-là. Alors à Warcry, tu avais rarement ces options, ou alors très peu, c'était souvent le choix de tes soldats, est-ce que c'est une lance ou une épée. Là tu as vraiment des trucs, tu peux mettre un médic, tu peux mettre un sniper, tu peux mettre une bannière, etc. Donc, c'est vrai que Mais le tu kit, retrouves vraiment du coup l'ADN et le style des sœurs de bataille Ouais. concentrés dans une seule unité, quoi. Et c'est Complètement. vraiment intéressant. Est-ce que toi t'es intéressé par tout ça, Arnaud? Tu n'as pas l'air. Non, pas tellement. Tu préfères me parler de nos amis sans nez et qui ont la peau bleue, les taux? Déjà un petit peu plus, Ouais. mais non, sœur de bataille, moi c'est vraiment pas, c'est pas du tout une armée qui m'attire, donc j'ai pas plus porté le truc, porté attention dessus. Les taux un petit peu plus, ouais. Malgré le fait que ce soit du coup un kit d'amélioration des cibleurs, Pathfinder en anglais, ce qui au premier coup d'œil ne se voit pas. C'est vrai que moi j'étais assez surpris d'apprendre ça. On sent que c'est pas tout à fait non plus une dinguerie de nouveaux kits, mais quand on nous a parlé de concept de kit d'amélioration, je me suis dit ça va être vite un peu cheap s'il y a une bande qui est entièrement nouvelle et une qui se contente d'un kit d'amélioration. Pour l'instant, avec cette seule bande qu'on connaît à l'heure où on enregistre ce podcast, eh ben, c'est plutôt réussi. Il y a quand même un taux avec une bionique, il y a des nouveaux guns, tout le monde a de la personnalité. Et je me tourne vers le spécialiste des xénos à cette table, un peu le xénobiologiste, c'est Jean-Baptiste. Comme on dit, quand on l'a vu la première fois, on s'est dit est-ce que c'est un nouveau kit complet? Et en fait, non, tu as juste une grappe, mais qui, je pense, je ne l'ai pas vue physiquement la grappe, mais elle a l'air d'avoir tellement d'améliorations différentes que, au final, sur ton escouade de 10, si tu as déjà 5 ou 6 figurines qui se retrouvent avec une personnalité très très forte, tu en as 2-3 dans le fond que tu peux un peu oublier, mais ça a tout de suite beaucoup plus de gueule, quoi. Sachant que le kit de base, je l'ai quand même fait, charmé. il est quand même Ouais, ultra charmé. Ouais, c'est moi en l'occurrence les taux, c'est quand j'ai débuté, c'était assez vite une armée que j'ai regardée assez loin, ce côté très méca, un petit peu japonais, mais surtout le whip. Oui. Eh oui. J'ai une waifu à la maison qui m'attend. Non, mais c'est vrai que le côté Gundam, il est trop cool. Le côté Gundam est très cool, et moi surtout j'aime beaucoup ce côté très serein en fait qu'ont toutes les filles. Elles ont des poses toujours très droites et le menton Côté toujours zen relevé. des taux, quoi. Ouais, et je trouve que ça se ressent encore plus là dans le kit d'amélioration. Je trouve que sur les 4 teams qui sont sortis, c'est celle qui donne le plus de préparation à la bataille. Je ne sais pas si c'est trop compréhensible, mais elles sont pas dans le feu de l'action comme on a eu sur les 2 premières. Ouais, plutôt en infiltration, en progression tactique. Oui, c'est vraiment, ou plus en reconnaissance, et c'est ce qui ressent après dans les règles quand tu les lis en plus. Cet archétype reconnaissance se fait vraiment ressentir juste dans les fictos. Après, est-ce que c'est une nouvelle entrée pour Games Workshop en disant on va vous sortir des teams nouvelles mais pas vraiment, on va juste refaire une grappe d'amélioration et puis vous vous débrouillez avec? Est-ce que c'est le début? Est-ce que ça va être les seuls? Ça, c'est juste la question que je me pose pour l'instant. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à ce qu'on ait des modèles de boîte où il y en a une qui est entièrement inédite et une qui est un kit d'amélioration. Ça y tend un petit peu, ouais. À voir si ils seront tous aussi réussis que nos chers taux. En tout cas, de belles figurines. Je pense que là-dessus, on est d'accord. On les recrute comment? Parce que ça, c'est aussi une des nouveautés de ce Kill Team là, c'est que la plupart du temps, on se base sur ce qu'il y a dans la boîte, y compris quand on achète des boîtes qui à la base étaient prévues pour Warhammer 40 000, ce qui est un petit peu différent du Kill Team précédent, où limite, comme le disait Charles un petit peu en intro, on pouvait peut-être aller spammer 4 plasmas. Voilà, si la boîte te permet d'assembler un plasma, en principe, tu ne pourras mettre qu'un plasma, ce qui donne des livrets de conception de liste, puisqu'il n'y a pas de système de points, un peu compliqué, mais à lire en tout cas, mais dans l'esprit je trouve ça assez cool que tu achètes la boîte, il y a tout dedans et t'as pas forcément un truc pas équilibré ou trop peu juste en achetant une boîte. Au moins tu es sûr de jouer ce que tu achètes. Après, ça fait peut-être des pavés un peu difficiles à lire à la première lecture, mais une fois que tu as compris le truc, c'est juste des figures à remplacer dans ton unité et ça va très vite en fait. C'est un peu emmerdant à lire, mais ça reste efficace et je crois que c'est un petit peu le credo de tout le système de jeu. Mais bref. Ouais, et c'est là où, quand on a vu ces trucs-là, on s'est dit, ah tiens, ça peut faire porte d'entrée, parce que du coup, tu vas dire à quelqu'un, tu veux jouer avec moi à Warhammer? Ah, faut que tu achètes 2 unités, un QG, un soutien. C'est chiant, tu veux jouer à Kill Team? Tu as une boîte à acheter. Regarde parmi les armées, tu prends la troupe que tu préfères et tu peux jouer ça à Kill Team. Ça, c'était hyper cool.
On va voir après que finalement, c'est pas si facile que ça de jouer à Kill Team. Mais en tout cas, sur la construction d'armées, de bandes, je trouve que c'est très bien. Tu as les séparations Kill Team, Fire Team qui peuvent te permettre d'avoir un peu plus de modularité. Parce que par exemple, en Drukhari, au lieu, tu joues 10 figues, donc soit tu joues 10 Kabalites, soit 10 Erast, ou 5 de chaque, si tu as les deux kits et que tu veux mélanger, et varier un peu les gameplays. Je trouve que sur les constructions de listes, c'est une vraie réussite. Et comme tu disais, en termes d'équilibrage, tu vas pas tomber, si tu joues, tu vas jouer dans ton Games Workshop, tu vas pas tomber contre quelqu'un qui effectivement a mis 8 plasmas dans sa liste et un chef. Là, tu vas tomber sur quelqu'un qui a, comme toi, les figurines de une boîte. Alors effectivement, tu as toujours des histoires d'équilibrage en interne entre les différentes armées, mais je trouve que ça lisse pas mal le truc. Je suis assez d'accord, même s'il y a déjà des exceptions à ça. Alors, la première exception, c'est un petit peu les kits qui sont un peu vieillissants ou les factions qui ont reçu assez peu d'amour de la part de Games Workshop ces dernières années. Je pense par exemple aux Eldar. C'est des kits où généralement il n'y a pas d'armes spéciales ou d'armes lourdes. Donc typiquement, tes Fire Team sont identiques à l'exception peut-être d'un sergent, d'une radio ou d'un truc comme ça. Donc c'est toujours plus kiffant quand tu joues Sœur de bataille, qui est un kit qui est chargé d'options. De pouvoir un petit peu mélanger et varier les plaisirs. Ouais, je suis pas totalement d'accord. Tu joues Space Marine, tu peux pas me dire qu'ils reçoivent pas d'amour de Games Workshop tous les ans. Ouais, c'est un peu franchement, tu tristouille, fais pas grand chose sur les Space Marine. C'est un peu le problème du T'as pas compendium d'option dessus. Alors du coup, t'as raison, mais en même temps... Juste sur les rivers. non, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, alors du coup, je retire ce que j'ai dit sur l'amour envoyé par Games Workshop, mais c'est vrai que du coup, je pense que de manière plus globale, il faut se dire que si dans un kit, il y a des options, vous allez pouvoir avoir des personnalités d'agents, comme on appelle ça, ou d'opérateurs différentes. Mais effectivement, par exemple, un truc qui est arrivé avec les Primaris, c'est qu'ils n'ont pas d'armes spéciales ou très peu, et donc effectivement une kill team de Primaris c'est 5 gus identiques. Et moi, ça c'est un peu triste. À la base je voulais jouer mes Special Kill Team en fait. Je me suis rabattu sur le Mechanicus parce qu'ils sont quand même beaucoup plus intéressants. Et du coup, tu as même été plus loin. Tu as pioché dans l'une des deux, je crois, à l'heure actuelle, Kill Team qui sont disponibles dans White Dwarf et qui, justement, permettent un petit peu de contourner ces règles de tout est contenu dans le kit, vous emmerdez pas, pour faire des choses qui, à mon avis, rajoutent un peu plus de saveur à certaines factions et permettent des mélanges sans doute plus intéressants. Ce que pourrait aussi permettre par la suite des kits d'amélioration. Parce que typiquement, on peut imaginer un kit d'amélioration, je sais pas, intercessor, où tu vas pouvoir mettre un nouveau type d'armes spéciales qu'ils n'ont pas aujourd'hui, je sais pas, des griffes éclairs par exemple, et tu pourrais quand même mettre un gars avec un sniper ou un truc comme ça. Tu vas peut-être pouvoir mélanger un petit peu les... Ou juste mélanger les bandes via White Dwarf et une impression, on va dire, toute simple d'un nouveau listing. Donc moi, la bande Mechanicus que j'ai faite avec la liste White Dwarf, ça reste une bande que tu peux faire entièrement avec deux, et avoir toutes les options avec deux boîtes, là. À peu près comme toutes les autres kill teams que tu as. Parce que en AdMech, les boîtes permettent de faire souvent deux unités différentes. C'est des vrais multi-kits qui permettent de faire plusieurs entrées. Voilà. Tout ça. Mais après ça, en fait, c'est les règles du White Dwarf, c'est vraiment c'est beaucoup plus intéressant parce que moi, je trouve les règles du Compendium pas très intéressantes à jouer. Elles sont très vite limitées en termes d'options, en termes de règles spéciales que peuvent faire personnalité tout simplement. De ce que peut faire ton unité sur le... Je te coupe juste parce qu'on n'a pas précisé le compendium en fait, parce qu'on en parle un petit peu depuis tout à l'heure. C'est un livre qui est sorti où en fait vous avez des règles pour jouer toutes les factions de Warhammer 40 000. C'est des règles assez simples, mais qui permettent au moins de jouer tout le monde. Alors que là, dans les White Dwarf ou les boîtes Kill Team qui sont sorties, les règles sont un petit peu plus longues. Vous avez un peu plus d'options, de personnalisation et un peu plus de stratagèmes tactiques et de subterfuge, voilà. Un peu plus de subterfuge. Donc les subterfuges, c'est l'équivalent des stratagèmes en gros à Kill Team. Vous en avez un peu plus avec les bandes Kill Team ou les bandes White Dwarf. Et c'est exactement le même problème qu'on avait eu avec les index en V8 avec 40K, c'est que les gens qui avaient un codex avaient beaucoup plus de personnalité que ceux qui jouaient en index. Ça permet juste de jouer pour pas te retrouver la tête dans l'eau, tu vois. Mais c'est cool, mais d'un autre côté, c'est un jeu. Là où l'urgence des index en V8, c'était de dire, en fait, on change le tableau de stats, donc il faut qu'on change pour tout le monde au même moment. Là, quand tu prévois un jeu en avance, tu peux te dire, en fait, c'est dommage qu'il y ait des factions qui aient en gros 4 pages de règles, quand toutes celles du compendium n'en ont que 2. Globalement, ça revient à dire ça, et je trouve que c'est un petit peu con, surtout que par la suite, des factions qui sont dans le compendium, comme les Thousand Sons ou l'Adeptus Mechanicus, se sont retrouvées dans White Dwarf à avoir des moyens de créer des listes plus intéressantes
peut-être pas forcément en termes de est-ce que c'est fort ou pas, mais en tout cas ça a plus de personnalité. Et ton exemple, Arnaud, avec tes Thousand Sons, je pense qu'il est hyper bien. C'est plutôt que de s'emmerder à jouer un sorcier et 4 rubriques, tu peux jouer plusieurs sorciers qui sont chacun accompagnés de leur garde du corps. C'est ça. Et ça fait plaisir. Ouais. Enfin, toi, tu t'es plus retrouvé tu retrouvais peut-être plus la personnalité de ta faction à 40 000 dans cette liste-là que la liste compendium. Ouais, déjà parce que c'est plus fourni en termes de fluff. Tu sens qu'il y a un travail qui a été fait par-dessus. Tu sens que les règles ont été un petit peu plus réfléchies pour adapter les Thousand Sons à Kill Team et pas l'inverse, parce que le compendium, c'est exactement ça. C'est les Kill Team qui est adapté juste aux figues qui sont sortis. Là, c'est vraiment on a cette faction là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à Kill Team. Donc forcément, ça a été du pain béni pour moi, parce que c'est tombé pile avant notre week-end où on a pu faire ça, donc j'ai pu monter autour de ça. Et puis après, en comparaison, une fois arrivé sur table, ça m'a donné aussi un petit peu plus de mal de crâne, parce que il y a des moments où je me suis dit j'aurais peut-être préféré jouer Space Marine, parce qu'au moins j'avais pas grand chose à réfléchir. C'est un mal pour un bien. L'équipe Thousand Sons, elle est quand même très. J'avais beaucoup. Après, c'est une des raisons tactiques. Et puis, en gros, pour ce qui change réellement par rapport au compendium, c'est que au lieu de prendre un sorcier, je pouvais en prendre 3, qui avaient chacun une spécialité. Donc, du coup, chaque spécialité buffait, débuffait et avait une arme de tir, qui amenait avec un garde du corps sur un autre rubrique, etc. Et ça, c'était une première partie. Je pouvais aussi amener des Zangors, etc. Enfin, c'est une team très complexe. Ouais. Ça a amené beaucoup de complexité, peut-être trop parfois, surtout pour un joueur comme moi qui débutait entre guillemets sur le truc. Après, sur les White Dwarfs, justement les deux qui sont sortis, moi ce que je trouve dommage, même si ça me concernait, c'est que ça tombe aussi sur deux factions qui sont déjà à jour sur la V9. Et j'aurais, je pense, préféré que ça soit mis sur des armées qui pour l'instant sont pas encore à jour en V9, qui n'ont pas de codex, et peut-être attirer des joueurs qui jouent, je sais pas, Kulchin Stealer par exemple, pour ne citer que, pour leur amener un petit peu plus de saveur en attendant peut-être de pouvoir les jouer sur 40K plus. C'est une très belle remarque, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais ça impliquerait Games Workshop et des stratégies marketing qui soient très réfléchies. C'est là où... Désolé pour la disquette, mais c'est là les vérités. Effectivement, mais bonne remarque, effectivement. Merci mon cher Arnaud. Puisqu'on a fait un petit peu le tour des figues, la façon dont on les recrute, sauf si tu avais un truc à ajouter, j'ai vu tes yeux s'ouvrir. Tu vois, Charles et Arnaud ont joué avec des listes White Dwarf, on va dire ça comme ça, qui avaient de la personnalité vraiment dans le gameplay. Pour Arnaud, Charles, j'avais plus l'impression que ta liste, ça te donnait juste en fait des datasheets au lieu de juste des choix d'équipement. Voilà, l'équivalent d'opérateurs en fait dans la garde. Alors que toi et moi, Thibaut, on a joué avec des listes compendium. Moi, j'ai eu la chance avec les Drukhari de pouvoir tout axer sur la létalité. Et en gros, j'ai trouvé que les trucs compendium me fournissaient un jeu assez correct. Toi, par contre, tu as galéré à retrouver l'ADN, on va dire, du Genestealer Cult. Moi, j'ai retrouvé 100% de l'ADN, mais pas la létalité qui arrive derrière dans un jeu où être létal est ultra récompensant en fait, parce que c'est un jeu assez punitif et il faut pouvoir terminer tes adversaires sans qu'ils puissent riposter, et c'est un peu quand même une des subtilités ou une des mécaniques les plus récurrentes dans le jeu, c'est de se dire il faut one shot un mec avant que le gars l'active, et potentiellement même dans les corps à corps tu peux encore te faire avoir, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup moi j'ai retrouvé la personnalité, et je trouve qu'en fait en ayant lu le compendium, parce que moi j'ai beaucoup de factions que je pouvais jouer parce que j'ai une grosse collecte, peut-être je voulais jouer Death Guard, Garde impériale, etc. Et je me suis dit, à chaque fois, je trouve que les règles sont sympas et tout. Et quand j'ai vu que je pouvais prendre 12 figues, que je pouvais faire des embuscades, me projeter pas mal, je me suis dit, c'est intéressant, parce que tactiquement, ça représente bien le culte et tout. Après, je me suis rendu compte que dans les scénarios, c'était pas un aussi bon avantage que d'avoir des mecs qui tirent fort ou qui bougent vite. Tu vois, c'était plein de petits avantages, mais rien de combiné qui faisait quelque chose de très fort. Rien d'équivalent comme le grotte qui peut vraiment aller partout sur la map. Et tout exactement, ça. Rien de vraiment, on va dire, très, très fort ou juste
avec tellement de personnalité que tu as envie de le jouer, parce que le grotte, ça pourrait ne pas être fort, mais tu vois la figue et tu vois ce qu'elle peut faire, tu fais, automatiquement tu as envie de le jouer. Et moi, c'est pas ça de toute façon que je venais chercher dans Kill Team, mais c'est vrai que du coup, quand tu vois les écarts de ce qui est proposé d'une faction à l'autre, tu te dis, ah ouais, il y a ça aussi, c'est que la personnalité d'un truc peut être très forte, enfin très létale, et donc bien joué, bien tourné avec le reste des mécaniques, et l'autre peut être très, parce que je pense pas que ce soit sans saveur, ça représente pas mal le culte. Par contre, il faudrait peut-être une mécanique pour, je sais pas, en jouer plus, en faire repop, tu vois, des trucs qui viennent d'ajouter à 40K, et qu'ils ajouteront sur le nouveau codex par ailleurs, mais bon. Mais au global, le Compendium, je trouve que c'est assez pile ou face. Il y a beaucoup de kill teams qui sont vraiment pas intéressantes, je trouve, à jouer, genre les Space Marines qu'on disait tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et d'autres qui s'en sortent vraiment haut la main, mais en général, je trouve que le Compendium, c'est un peu une disquette, quoi. Après, ça dépend aussi ce que tu cherches à jouer. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Juste pas se prendre la tête et juste avoir 5 gus qui tirent et qui frappent un peu. Tu prends Space Marine, ça passe très bien. Ouais, pour apprendre à jouer, c'est sympa, mais c'est... Ça peut être aussi une réponse à des gens qui veulent jouer juste pour ça. Ouais, ce que certains voient comme complexité, par exemple avec ta Kill Team, pour d'autres c'est de la profondeur aussi. Et vice versa. Peut-être que toi, la simplicité. Mais le problème, c'est que cette simplicité-là, elle va pas du tout avec le reste du jeu et la manière dont tu peux le jouer. Donc, en fait, avoir des règles aussi complexes et difficiles à appréhender et à mettre en place suffisamment de manière fluide, comme on disait tout à l'heure, et avoir des kill teams où en fait, tu fais rien de plus que bouger, tu tires et basta. C'est là où le déséquilibre se fait réellement. C'est le jeu en lui-même est trop déséquilibré de par son manque de fluidité pour avoir des factions trop vanilla entre guillemets sur le truc. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pour moi, les factions idéales, c'est celles des boîtes qu'on a eues jusqu'ici, quoi, les Shalnas ou celles avec les orques et les. Ne serait-ce qu'en termes de contenu, tu as déjà plus de choses. Mais après, c'est pareil, on les a pas joués non plus. Et en fait, on sait pas si c'est si agréable que ça. Ouais, c'est vrai que du coup, personne n'a joué ni la Devcore, ni les commandants. On n'a pas eu le temps avec JB ni suffisamment les mecs, elles s'en rapprochent pas mal d'une liste Astra Militarum, quoi. Tu vois. Certes, charisme, moi. Mais pour le coup, pour avoir beaucoup hésité à jouer garde plutôt que garde vétéran, puisque j'avais pas fait les Krieg, quand tu vois toutes les options qui sont offertes aux vétérans et qui sont des options de jeu gratuites, c'est-à-dire que tu ne payes aucunement à aucun moment dans le jeu, quand tu vois tout ce qui est ajouté sur le mode narratif, quand tu vois que tu as peut-être 4 archétypes dans le compendium et que tu en as un truc genre 14 ou 15 pour une boîte de 10 figues, pour les vétérans, tu te dis je sais pas si c'est fort, mais fondamentalement, tu te dis, ouais, à part si tu as envie d'un truc simple et répétitif, je vois pas pourquoi tu irais sur autre chose que effectivement les figues qui sont dans les boîtes marketées entre guillemets. Et quand même, dans un jeu d'escarmouche, ce que tu cherches, c'est pas juste tirer. Non. Taper, c'est soigner ton mec. Tu as besoin de spécialistes et effectivement, quand tu les as pas, ça fait un petit peu mal. Mais après, tu vois, un des premiers débats qu'on avait eu avec JB en amont, c'est, je lui disais, il y avait cette idée d'activation double, donc que certaines armées qui justement n'avaient pas ces spécialistes pouvaient activer plus de figues d'un coup. Et je me suis dit, ça peut être vraiment un gros avantage. Et en fait, j'ai trouvé, en ayant souvent plus de figues que vous, notamment certaines qui s'activaient par deux, que c'était quasiment jamais un avantage. Non, c'est pour éviter en fait que quand tu sois en fin de tour, l'autre est tournant, que tu aies plein de petites figurines en fait, qui activent et que l'adversaire puisse pas faire grand-chose. En fait. C'est une notion d'équilibrage qui au final vient de ce que tu disais Charles, alors que moi je pensais que c'était vraiment un moyen de dire en fait les factions qui n'ont pas beaucoup de spécialistes, elles vont au moins pouvoir compter sur le nombre et ça va être relativement fort dans le jeu. Mais bref, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot, donc je propose qu'on rentre dans notre avis, dans le vif du sujet sur Kill Team de manière générale, et je vais vous demander de remonter un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on vient de dire et de vous souvenir de votre lecture des règles. Et là, je pense qu'on peut tous être d'accord, auditeurs, auditrices. Ah, je transpire. Hôtes et invités de ce podcast. Elle m'a dit je suis masqué alors je suis pas visible. Exactement. On est sur un jeu qui est très compliqué à lire et on est, j'ai envie de dire, un peu au pinacle de ce que Games Workshop nous a proposé ces dernières années, puisque dans cette idée qu'il ne faut pas laisser d'angles morts dans lesquels s'engouffreraient de vils optimisateurs et autres tournoyeux et autres youtubeurs compétitifs de Warhammer, eh bien on va rendre les règles absolument imbitables et super indigestes à lire, revenir donc 10-15 ans en arrière en termes de wargame, histoire de, voilà,
au cas où quelqu'un ait envie de mettre une bannière sur un char d'assaut, une dague sur un titan, ou que sais-je, pour l'infiltrer derrière les lignes ennemies. Voyez ce genre de délire, vous connaissez ce genre de délire, et si vous ne le connaissez pas, eh bien dites-vous simplement qu'effectivement Tant mieux maintenant, pour vous. voilà, tant mieux pour vous déjà, et dites-vous maintenant qu'effectivement Games Workshop fait très gaffe à ça, et on l'a vu avec la V9, on l'a vu ensuite avec la V3 d'Age of Sigmar, et là on arrive à un nouveau niveau voilà, j'arrive même pas à le dire, voilà, on arrive à un nouveau niveau d'incompréhension avec Kill Team. Ouais, mais c'est surtout 2 pages en fait qui regroupent toute la difficulté de comprendre le jeu et Charles, qui sont les pages les plus importantes. Je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi ajouter à ça un lexique qui n'est pas le même à Warhammer 40 000 pour les mêmes choses. Typiquement, tu as fait une blague tout à l'heure sur le fait qu'un tour s'appelle un tournant. Non, mais il y a plein de trucs. JB a parlé des subterfuges qui s'appellent les stratagèmes à Warhammer 40 000. Qu'est-ce que ça coûte d'utiliser les mêmes trucs ? Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas. Même les symboles. Et les symboles, c'est ce qui rend le truc horrible en fait. Squid Game. ce qui rend le truc horrible en fait, c'est que ça rend déjà le jeu pas facile à lire. Mais même si tu arrives à le comprendre, moi je pense que j'avais à peu près compris le jeu, mais à expliquer, c'est impossible. Surtout quand on le dit à l'oral, et on va faire le test avec nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, je déplace ma figue de 3 ronds. C'est très bizarre. Ouais. Là, je me déplace de carré. Ma portée est de losange, etc., etc. C'est très, très, très Rajoutons chelou. à ça qu'un rond fait 2 pouces, un triangle fait 1 pouce, donc un triangle à 3 côtés fait 1. Un rond qui n'a qu'un. Ouais, mais non, mais en fait, il faut pas réfléchir en pouces. Oui, en fait, il faut pas réfléchir du tout. Il faut juste. Oui, mais ouais. Pour revenir sur ce que disait Arnaud, sur les c'est vrai que c'est très bizarre. JB l'a très bien résumé le week-end. Kill Team utilise un picto là où t'as pas envie d'en avoir, alors que Warcry utilise tous les bons pictos au bon endroit. Tu as des pictos pour tous les trucs, sauf pour le mouvement. Le mouvement, c'est en pouces. Ouais. Tous les jeux de Games Workshop sont en pouces. Ouais, c'est un truc un peu universel. Et au bout d'un moment, quand tu as joué suffisamment longtemps, de tête, tu arrives à voir 5 pouces, ça fait ça. 6 pouces, je t'avoue, j'ai pas compris. Tu as des réflexes. Alors que là, te mettre des putains de symboles sur le seul truc qui est universel à tous les jeux, ça n'a aucun foutu sens. J'ai pas trop compris. Surtout que en fait, l'idée, c'est que tu peux aussi décomposer ton mouvement. Et là, ça devient impossible parce que ton rond, tu peux le décomposer en triangle. Oui. Et non, mais voilà, typiquement, le truc des 3 ronds, qui est un peu la norme de déplacement pour la plupart des unités, la plupart des figurines, tous, c'est exclusivement parce qu'effectivement, tu découpes ton mouvement et que par exemple passer à travers un décor c'est te prend un rond plutôt que de dire à quelqu'un enlève un -2. Bah oui, mais le problème c'est qu'ensuite quand t'es blessé on t'enlève aussi un rond. Il y a certaines armes qui t'enlèvent des ronds, donc effectivement c'est plus facile de dire ah bah j'ai un stock de ronds et je l'enlève. Le problème c'est que quand t'as 14 figues, en fait, c'est plus simple, effectivement. Et puis, même pour dialoguer avec quelqu'un, des fois, c'est très bizarre d'avoir ce truc de ah, mais attends, ça te coûte un rond, puis tu reprends un rond. Et en fait, franchement, quand je prenais un peu de recul sur la table de jeu, des fois, j'ai l'impression qu'on était dans une maison de fous, quoi. Enfin, c'est le truc des 12 travaux d'Astérix, c'est les mecs parlaient de rond et de carré. Je comprends même pas marketingment parlant, parce que tu as des jeux de concurrents où tu as des réglettes que tu dois utiliser pour faire tes mouvements, des trucs comme ça. Là, tu as une règle. Tu peux utiliser une réglette sur laquelle tu mets tes symboles, ça marche aussi, tu vois. Enfin, ça n'a aucun intérêt, même marketingment parlant. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée derrière. Et en fait, au final, à l'usage, ça rend le jeu un peu plus dur en compréhension, mais à expliquer, quand tu dois expliquer les règles de ligne de vue avec les distances, des barrières, des décors et tout ça, avec les ronds, les triangles, les machins, ça devient... expliquer ça à un débutant, c'est impossible, quoi. Mais alors, passons sur les pictos, parce que vous l'aurez compris, c'est un peu une fausse bonne idée. Mais... tu parlais du truc qui est peut-être nous a posé le plus de problèmes, c'est-à-dire les lignes de vue. Est-ce que je résume bien si je dis que là, on est dans un cas de figure qui, là aussi, n'existe plus chez Games Workshop depuis des années, ce fameux truc de la ligne de vue réelle versus, j'ai envie de dire, la ligne de vue dans ton jeu. C'est-à-dire que tu peux voir une figue à Kill Team en tant qu'humain, mais il faut te mettre en tête que même si toi tu la vois en te mettant à la hauteur de ta figurine, eh bien peut-être que ta figurine ne peut pas la voir. Et ça c'est vraiment un truc qui a disparu, je pense à peu près à la V5 de Warhammer 40 000. C'est faux, parce que si tu te mets à la hauteur de la figurine, elle est visible, tu peux la voir, mais elle est peut-être masquée par un élément du décor. Donc c'est une autre subtilité, c'est qu'effectivement il y a cette idée de masquer, à couvert, etc. Ça revient un peu dans la V9 de 40 000 avec les décors occultants, tu sais. Oui, mais occultant, c'est très simple, c'est que tu peux pas voir à travers. Mais c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc, tu t'arrêtes là en fait. Et c'est la définition du mot, c'est-à-dire que là, masquer veut pas dire ce que ça veut dire en français. Ouais, non, en fait, ce qui est très compliqué masquer, dans l'explication des règles, c'est invisible, c'est que n'est pas visible. Et là, c'est pas. T'as la visibilité et la ligne de vue, et c'est pas la même chose dans les règles. Et pour rajouter à la confusion, tant qu'on y est, les gens sont perdus, je vous le dis. Ils nous écoutent, ils sont perdus. Et ils transpirent. Les règles de ligne de vue sont écrites
depuis la cible et pas depuis le tireur. Exactement. De temps en temps en négation, de temps en temps de façon positive. Et Quoi. c'est pas juste la trad, parce que C'est aussi comme ça en anglais. voilà, on s'est dit peut-être que c'est la trad qui est complètement Et foireuse. j'ai pas parlé de la ligne de couvert qui n'a pas forcément un rapport avec le couvert. Effectivement. Voilà. Vous allez bien, vous? Moi non, moi je transpire. Quand vous attaquez ces 2 pages, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur internet, vous allez lire l'article de Goonhammer qui est en anglais, qui explique comment tous les cas qui sont possibles, en fait, comment tu les résous. Quoi. Alors, on va raconter ce qui s'est passé avec c'est, Thibaut, notamment quand on a fait nos games d'essai avant. Donc, on a fait une première game, on s'est dit, bon, la ligne de vue, ça marche pas, on comprend pas. On est allé voir une vidéo, on a arrêté la vidéo qui dure au moins 10 minutes juste sur la ligne de vue. On l'a reprise, on l'a essayé, on a à peu près compris une première version, qui était la nôtre. On l'a expliqué à JB, on était d'accord à peu près là-dessus. Tu es arrivé, tu nous as tout niqué. Et en fait, on a passé 1 jour et demi. C'est passé une belle engueulade le là-dessus. soir. Et on parle du coup de gens qui, peut-être comme Arnaud, sont des débutants, mais aussi des gens comme Charles ou moi, où ça fait 15 ans qu'on joue à des wargames. Le fait qu'on soit pas d'accord. Oui, à la t'es pas première meilleur, étape. hein, excuse-moi. Mais non, mais je suis pas. Non, mais justement, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas une idée de. Tu sais, quand je te disais de. Les économies d'échelle. Typiquement, Games Workshop, je ne pense pas que ce soit les meilleurs en termes de game design. Mais c'est pas ça qu'ils vendent. Ils vendent aussi un système qui est assez simple à comprendre. À la base, Warhammer, ça utilise un D6. Parce que le brief de base, c'est de dire les gamins, ils ont tous un D6, alors que tous les autres wargames utilisaient des D20 et des D8 et compagnie, tu vois. Et en fait, ils voulaient se baser sur le D6. Là, tu as l'impression qu'ils ont oublié, mais quelque part, c'est intéressant de dire on oublie tout ce qui fait la renommée de Games Workshop et on propose un jeu qui peut-être va plus du côté hyper tactique, X-Wing, etc. Tu vois. On va aller là-dessus, d'accord. Mais fondamentalement, il y a des principes d'accessibilité qui font que tu te coupes même de tes joueurs vétérans et de dire bah ouais, non, tu dois réapprendre à mesurer les distances, tu dois réapprendre les lignes de vue, tu dois réapprendre tout un truc. Et après, et là on parle même pas de l'écriture des règles. Et après, l'écriture des règles qui souvent est du point de vue du ciblé et pas du cibleur, alors que toi, généralement, quand tu as une question de règles, c'est quand tu actives ta figue. Donc c'est quand toi tu es actif, pas passif. Et puis, dernier truc rigolo, sur ces 2 pages, tu as des symboles en noir et le fond de la page est noir quand même. Oui. Ça aussi, Donc, une grande je régalade, on adore. Effectivement, de la mise en page à l'impression, en passant par l'écriture des règles, il y a à peu Après, près rien au-delà de qui ça, je trouve en jeu, le système de ligne de vue, une fois que tu l'as bien en tête, tu l'as bien assimilé, tout ça, je trouvais hyper intéressant en fait. Le fait de se masquer, de se planquer derrière les décors, de passer de décor en décor, tu sais, et que l'adversaire doive monter en l'air pour pouvoir te tirer derrière ta barrière, tout ça, je trouve ça Alors moi, je vraiment trouve hyper intéressant, mais je trouve que le truc que j'avais trouvé comme moyen mémotechnique de dire, en gros, tu traites comme masquant un terrain si tu es, peu importe la taille du terrain, si tu es, du coup, comment on appelle ça, en dissimulation plutôt qu'en action ou en activation, je ne sais plus. Parce que, non, pas activation, parce que activation, c'est activer une figue, et ensuite, quand vous activez une figue, vous pouvez choisir Engager de ou l'engager, dissimuler. donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir tirer ou dissimuler. Et effectivement, comme dit Charles, ça c'est une des mécaniques du jeu qui est assez sympa, c'est que du coup, tu as un mind game où tu peux déplacer tes figues, ton adversaire peut les voir sur la table, mais il peut pas leur tirer dessus. Je trouve que c'est une bonne mécanique de jeu, incontestablement. Enfin, je sais pas, vous êtes peut-être pas d'accord. Mais par contre, je suis persuadé qu'il y avait une meilleure manière de décrire, et peut-être quitte à le décrire de manière plus lâche et que des gens la surexploitent en fait. Parce que tu vois, au bout d'un moment, tu fais un événement comme nous on a fait sur un week-end, c'était pas très grave de juste dire, bah en fait, quand vous êtes dissimulé, vous traitez tous les couverts légers comme masquants. Vaguement, la règle, elle marche à 90%, tu vois. Un peu le même cas que quand tu passes de Warhammer 40 000 V8 à V9, où tu as des règles assez simples en V8 qui prennent des pavés en V9. Ouais. Et au final, c'est pour gérer quelques cas pour des tournois, quoi. Ouais, mais tu as moins d'interprétations possibles. Là, tu parlais de la mise en page. La mise en page du règle de V9, des règles de la V9 sont... pour moi, c'est... la perfection en termes de mise en page et d'explication. Tu as les petits carrés supplémentaires qui viennent te résumer en carrés, réalité ils font toute ta plaisir. page. Là, ces carrés-là, ça fait plaisir. Vraiment très, très Je cool. parle de la volonté de vraiment de foutre des pavés de texte pour éviter des petits contournements de règles et tout ça. Enfin, c'est relou, quoi. Non, on est d'accord. Mais en vrai, voilà, en vrai de vrai, on va pas épiloguer sur la façon dont les règles sont écrites, mais vous aurez compris que c'est assez complexe. Si vous avez joué au jeu, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que dans votre groupe de jeu, vous avez eu les mêmes débats que nous? Parce qu'il y a vraiment eu un moment où, limite, on en était à s'engueuler parce qu'on devenait dingue de pas comprendre des règles avec toute l'expérience commune qui était autour de la table, ce qui était quand même assez bizarre. Ça nous a jamais arrivé avant, pas en V8, pas en V9, pas à Age of Sigmar, etc. Et à rajouter aussi, je trouve qu'il y a des règles, du coup, comme je disais en début d'émission, de podcast, pardon. Charles, à chaque fois je vais faire une transition, vous avez remarqué. Ouais, non, mais. Charles, il veut pas te laisser dérouler ton Je te conducteur. disais en début qu'il y a des règles qui sont faites pour être
comprises par des joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux Games Workshop aussi. Tu vois, genre la règle pour gagner des points de victoire. Si t'as pas joué à Warhammer 40 000 avant, tu vas pas comprendre cette histoire de limite de points de victoire par Bien sûr. par Mais pareil, c'est moins bien expliqué qu'à Warhammer 40 000. Ouais, c'est moins bien expliqué. Mais en général, c'est moins bien expliqué. Parfois, on a vraiment l'impression que les mecs ne travaillent pas dans la même boîte et qu'ils essayent de copier un jeu Games Workshop. Enfin, j'ai vraiment cette impression-là, tu vois. C'est ce qui est Warhammer quand même un 40 peu 000, chaud. c'est bien expliqué, mais si t'as pas fait Warhammer 40 000 avant de passer à Kill Team, il y a des trucs que tu vas pas bien comprendre, je pense. Donc, Alors, si vous voulez Kill Team comme jeu d'initiation, c'est non. restez chez vous. Restez chez vous ou Et- jouez à Warcry. Et je crois que je suis celui qui a le plus apprécié le jeu parce que j'aime bien ce jeu. Mais justement, parlons Mais plus de la prise en main, de la lecture des règles, etc. Parce que vous avez compris, c'est assez difficile, chiant à prendre en main. Mais une fois qu'on est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre feeling de Kill Team dans cette édition après quelques games? JB, dis-nous tout. Bah, passer, on va dire, un petit peu tous ces écueils-là, le jeu, au final, j'ai passé un bon moment pendant les parties. Je me suis pas autant éclaté que dans une partie de Warhammer 40 000, mais j'ai passé un bon moment. Il y a juste un truc, j'ai trouvé que quand tu gagnes la partie, bah, t'as pas le sentiment d'avoir gagné. Ça, c'est à cause du mode narratif. En partie. On va faire un point sur le mode narratif après, donc mettons un petit peu ça de côté. Mais effectivement, du coup, c'est ça qui t'a manqué. Ouais, c'est ça. En fait, entre Toi, t'aimes bien marcher sur ton adversaire. Non, mais j'aime bien que les parties, elles racontent une histoire. Et là, j'ai trouvé que Aïe, aïe, aïe. nos parties, elles racontaient pas une histoire. C'est-à-dire que tu te battais, t'arrivais à... Des fois, t'avais des petits moments un peu sympas, un peu épiques, mais grosso modo, sur une partie, bah, t'avais gagné, t'avais perdu, mais t'avais pas l'impression d'avoir raconté une histoire. Et ce qui est dommage pour un jeu de cette échelle-là, où normalement, t'es censé raconter une histoire, t'es censé avoir des figurines individuelles, donc auxquelles tu accordes une personnalité, que tu te dis, ah bah, cette figurine-là, elle a l'habitude, je la joue souvent comme ça, donc je vais continuer à la jouer comme ça. Là, j'ai trouvé que t'avais pas ce sentiment-là. Et même si, une fois que les règles, effectivement, tu les as assimilées, elles sont finalement pas si complexes que ça, parce qu'elles sont logiques, en fait, elles sont juste mal écrites. Le coup des lignes de vue, des machins, en vrai, ça a dû m'arriver 2 fois sur tout le week-end, donc c'est ce qui est pas beaucoup. J'ai quand même trouvé, c'est un jeu qui m'a laissé un petit goût de... Ah, il manque des trucs. Ok, il manque des trucs, mais plutôt quand même conquis par le système. Ouais, plutôt conquis par le système. Mais après, voilà, j'ai l'habitude de jouer, mais je le verrai pas comme un jeu d'initiation. Maintenant, la vraie question, c'est à quel moment moi j'y jouerai et où est-ce que je le mettrai dans les jeux auxquels je joue. Tu vois. Et on terminera là-dessus en conclusion. Petit teaser. Avant ça, l'avis de Charles, qui Moi, nous c'est disait avoir aimé ce jeu. Ouais, j'ai bien aimé. En fait, je trouve le cœur du jeu très bon, en fait, au-delà de l'écriture des règles, évidemment, comme on disait tout à l'heure. Je trouve qu'il y a vraiment ce feeling de jeu tactique quand tu veux jouer à un jeu tactique, tu bouges ta figurine, tu la fous derrière un décor, il y en a un, tu mets en hauteur pour avoir une ligne de vue sur tout le terrain, pour pouvoir sniper les mecs en bas et tout ça. Vraiment un côté un peu, je le dis un peu grossièrement, mais XCOM, mais en figurine, quoi. Tu vois, qui est vraiment intéressant. Et après, là où je trouve que c'est moins bien, c'est sur l'enrobage autour, en fait. Donc le mode narratif, je pense qu'on va en parler après. Même les missions sont peut-être un peu moins... c'est intéressant parce que c'est des missions de tournoi très équilibrées, pas... je trouve qu'il manque de saveur et ce genre de choses en fait. Ok, Arnaud. Je pense qu'on l'attendait tous comme un jeu apéro parce que c'était notre jeu sur notre week-end où voilà, on voulait se faire plaisir dessus et enchaîner les games. On n'a pas assez enchaîné les games parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que ça a pris plus de temps que ce qu'on imaginait. Ça n'empêche que c'est un jeu de wargame et que ça reste quand même cool au final. J'ai le même avis que JB. Toutes les prises de tête qu'on a eues sur les règles, au final, en jeu, on en a eu très très peu. Moi, je vais m'inscrire en faux. Hein. Le truc des lignes de couvert, des lignes de vue, etc. Moi, j'ai eu ce problème toutes les games. Bon. Et je pense que quand je l'ai pas eu, aussi. J'avais plus de figurines qui avaient peut-être plus besoin du couvert que les vôtres aussi. Ouais. Mais du coup, pour le coup, j'ai eu ce problème à chaque fois. Et quand je l'ai pas eu, c'est parce que je vous faisais confiance et vous me disiez là, elle est masquée, là, elle est pas masquée. Mais si j'avais, je sais pas, été dans un tournoi, peut-être que mon adversaire m'aurait dit ouais, t'inquiète, vas-y, et il me l'aurait shooté, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que c'est un bon jeu de figurines. C'est toujours cool en fait d'y jouer, peu importe. Pour moi, peu importe le format, la game en soi. C'est toujours cool de faire une partie, d'avoir ces figurines sur table que tu as mis du temps à peindre, que tu as auquel tu as réfléchi. Récompensant. C'est récompensant, c'est cool.
c'est récompensant quand tu les mets sur table, c'est pas récompensant quand tu gagnes une partie, même quand tu la perds, c'est pas, enfin, rien n'est grave en fait, rien n'est cool, rien n'est grave, que tu gagnes ou que tu perdes, c'est un peu embêtant. Je pense que c'est même juste pas jouer au mode narratif. Ils disaient quand même en mode narratif. Bah non, parce que le but de jouer une partie en non narratif, c'est de gagner la partie, quoi. Oui, mais ça c'est ton truc à toi, c'est parce que toi tu veux gagner. Moi toi, ça tu joues ta vie sur tes moi ça m'est égal, tu vois. C'est long des fois, Charles. Et mais c'est juste pas un jeu apéro, donc en fait, Après, il y avait moyen de faire un truc entre un jeu apéro et un jeu tactique hyper complexe qui mais aurait c'est peut-être pas été dégueu. C'est pas le cas et c'est pas la réalité du truc. Clairement. Mais je pense qu'il y a eu trop d'avant et pas suffisamment de pendant. C'est-à-dire que les parties étaient cool, mais on les a pas enchaînées suffisamment comme on espérait et comme on a pu en faire suffisamment. Enfin, je sais pas au nombre, mais on en a fait 6 au grand max sur ce qui est pas énorme sur un week-end de 3 jours. Ce qui est pas beaucoup. c'est pas on aurait fait la même chose sur du 500 points, on en aurait fait au moins une dizaine chacun. Une dizaine, non, je pense que... Non, on aurait fait au moins 4, 3, 4. Oui, mais dans un sens, comme on connaissait plus les règles, on aurait établi des trucs. Oui, il y aurait peut-être beaucoup de trucs qui auraient... Donc, oui, au final, on aurait pu enchaîner. En aménageant, je pense qu'on aurait pu faire au moins voir plus. Mais voilà. Mais tu vois, il y a des choses aussi qu'on s'est dit, on sait que la prochaine fois, les décors, on va les laisser fixes, comme ça pour gagner du temps. Là, on est reparti en mise en place, on tire à chaque fois. On vous fera un épisode spécial Ghoulfest où on vous donnera tous les pro-tips pour organiser votre week-end entre copains et économiser du temps, parce que finalement, on l'a fait 2 fois et à chaque fois, on apprend des choses. Mais pas de l'argent, ça, débrouillez-vous. Ah oui, l'argent, si vous êtes fan de Games Workshop, vous savez qu'ils en ont après votre porte-monnaie. Pour ma part, le feeling, je trouve assez cool le côté tactique, on l'a dit. Après, je trouve que c'est un petit peu compliqué parfois de se le représenter. Moi, je suis quand même très client de la pureté en termes de game design, donc Warcraft, ça me plaît beaucoup, même si effectivement, des fois, tu vois des abus et tu te dis le jeu sera jamais équilibré parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Mais après, c'est aussi à toi de choisir tes amis et de jouer avec des gens qui sont OK avec ce genre de choses, plutôt que de se prendre la tête sur des règles, une bière à la main jusqu'à 23h, ce qui nous est arrivé. Bien sûr, toute ressemblante n'est pas fortuite. Qu'est-ce que je voulais dire, j'aime bien, il y a quand même 2 trucs que j'ai vraiment kiffé dans le jeu, c'est la personnalité des armes, parce que je trouve que le fait que tu n'aies pas de points fait que tu n'as pas forcément besoin de payer pour avoir la meilleure arme. Toutes les armes ont leur utilité et ont des effets sur la table qui vont être assez cool. Donc tu en as certaines qui vont mieux toucher, faire moins de blessures, d'autres qui vont faire des critiques qui sont très très forts. Charles lève le doigt. Ouais, et le fait que tu puisses en fait choisir un peu ta figurine en fonction de ton adversaire fait que tu vas pas tout le temps prendre la même arme qui est la plus efficace face à tous les adversaires. Effectivement, puisque c'est un truc qui a été corrigé de l'édition précédente. Maintenant, tu peux avoir, que tu joues en mode égal ou en narratif, une vingtaine de figues dans ton roster et tu choisis ce que tu alignes. Ce qui permet aussi effectivement de pallier au compendium, même si les Space Marines restent toujours la plupart du temps avec des bolters, quand ils sont primaris en tout cas. Mais c'est vrai que quand tu joues le lance-flamme, quand tu joues le lance-grenade, etc., le moindre truc, tu as l'impression que tu as de l'impact. Et tu faisais la comparaison avec le jeu vidéo, moi j'avais vraiment l'impression de jouer à un FPS ou à un tactical, effectivement, et tu sors un truc et tu fais ok, c'est juste un lance-patate, à 40 000 c'est pas grand-chose, mais là effectivement je peux faire sauter 3 gus avec, quoi. Ça c'est plaisant. Vu que les figurines ont plus de points de vie, tu as une plus grande marge déjà sur les dégâts qui te permettent d'avoir des trucs et des feelings différents. Parce que tu joues à Warhammer 40 000, tu passes une arme de dégâts 1 à 2 à 3, elle a plus du tout le même potentiel de destruction. Alors que là, tu passes de dégâts 2, 3 à 4, au final, tu triples pas ta destruction, mais tu as un feeling différent. Ouais, et puis tu as plein de petits trucs quand même, typiquement sur les gardes vétérans. Moi, j'adore ce stratagème qui te permet de surcharger ton fusil laser, qui est un truc que tu vois pas mal dans les romans des fantômes de Gaunt et tout. Je trouve ça cool qu'ils aient été piochés, des petits trucs comme ça. Encore une fois, réservés aux factions un petit peu qui sont dans les boîtes, mais il y a quand même un feeling assez cool là-dessus, sur le côté très létal du jeu. Et ça se ressemble limite encore plus au corps à corps, qui est un système super intéressant, puisque les 2 joueurs jettent leurs dés simultanément, avec l'attaquant qui a l'avantage et qui choisit soit d'enlever des dés à l'adversaire, soit de faire passer ses dés et donc d'infliger des dégâts. Et ça, clairement, je trouve que ça amène un petit mind game. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de profondeur que ça, parce que la plupart du temps c'est assez unilatéral, mais c'est sympa à jouer. D'échange de coups en fait. Ouais, voilà. Et il y a quand même aussi cette idée de potentiellement, même quand c'est toi qui as l'avantage au corps à corps, tu peux quand même te faire une mauvaise surprise. Moi, ça m'est arrivé de prendre un coup de crosse de rubrique alors que j'attaquais à la disqueuse et Bogus, il y est passé. Et je trouvais que c'était assez sympa parce que tu as vraiment cette idée de à 40 000. Le corps à corps il est toujours, d'ailleurs pour les gens qui connaissent pas cet univers, ils sont attends quoi, les Space Marines ont c'est des chevaliers les mecs, ça n'a aucun sens, c'est un truc dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est pour ça que c'est bien.
Mais c'est pour ça que c'est bien, et je trouve que c'est limite le premier jeu qui le représente vraiment cool, parce qu'au final, quand tu joues à 40 000, t'as vraiment ce côté unilatéral, encore plus en V9, avec les trucs, tu vois, genre combat en premier, combat en dernier. T'as vraiment cette idée de, en fait, t'arrives avec ton unité de corps à corps sur une unité qui est non corps à corps, tu la laves et il n'y a plus personne. Et là, un truc qui est très bien avec ce système de corps à corps là, qui en fait, vu que c'est un jeu d'activation alternée, t'échanges beaucoup plus avec ton adversaire. T'as vraiment ce truc, en fait, le corps à corps, il est intéressant, limite ce système d'échange, il est plus intéressant pour le défenseur que pour l'attaquant. Parce que toi, quand t'attaques, tu vas vouloir mettre tes dégâts. Alors que quand t'es défenseur, c'est là où tu vas réfléchir, est-ce que je vais parer ces attaques pour m'en prendre moins, pour potentiellement retaper derrière, ou est-ce que je sais que je vais crever, donc j'essaie de lui en mettre plus. Et ça donne de la profondeur, et ça donne des trucs à faire quand t'es censé être passif, quand t'es défenseur. Ouais. Et le système de corps à corps, c'est peut-être le meilleur truc, en fait, du jeu, je trouve. Bah ouais, je me suis demandé si un jour il y a une deuxième édition à Warcry, genre est-ce qu'il faudrait pas aussi avoir cet effet-là, tu vois. Parce qu'il est pas, comme on disait, il n'y a pas une profondeur de dingue, mais tu as cette idée de, bah ouais, en fait, à un corps à corps, t'es jamais safe. Tu vois, même un adversaire qui te fonce dessus, enfin, tu vois, typiquement, un garde qui arrive avec une baïonnette, mec, l'orc, il fait toujours 1 mètre de plus que toi, si t'en mets une, t'es mort, quoi, potentiellement. Et ça, j'aime bien ce feeling, tu vois. Cette idée de, faut vraiment finish le gars, enfin, en fonction un petit peu, bien sûr, du gabarit de ton agent, mais j'ai trouvé que c'était assez cool, et c'est vrai que notamment en jouant en Genestealer Cult où tu as des mecs qui sont des humains et d'autres qui sont déjà plus proches du monstre, tu avais aussi des gabarits à opposer à différentes figurines en face, et ça c'était assez chouette. On a vu aussi avec les sœurs de bataille de Julien et Yannick qu'il y avait je crois un moment pour annuler le premier dé qui passait, donc ce qui faisait qu'en fait même en étant défenseur ça revient à être attaquant, etc. Et donc il y a quand même pas mal de mécaniques qui pourraient se greffer là-dessus, qui à mon avis risqueraient d'être intéressantes. Après, pour continuer dans la narration de combat et notamment dans le corps à corps, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de coup dans le dos. Juste un petit backstab. T'as été dissimulé, t'arrives à passer derrière, t'arrives à mettre un coup de truc. Ça, le corps à corps est juste bête et méchant. C'est 2 filles qui se foncent dessus, quoi. Je pense là, ce serait plus par des capacités de figurines que par les règles de base. Et je me demande si ça existe pas déjà. Ouais, il me semble avoir lu un truc comme ça dans le compendium, mais je suis pas trop sûr. Après, c'est vrai que c'est typiquement le moyen, par exemple, de caler. Tu vois, typiquement le culte a beaucoup de de persos assassins qui ont des gabarits de merde pour 40 000, donc ils pourraient très très bien rentrer à Kill Team dans une Kill Team White Dwarf par exemple. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être une règle du style. Enfin, je sais pas, genre il fait tout le temps du létal pour représenter ça, mais je pense que. Ou quand tu charges, t'infliges des dégâts directs. Tu peux facilement, je pense, interpréter une telle capacité dans le jeu. Effectivement. Le corps à corps est cool. Le corps à corps est cool, et je pense qu'il fallait le noter, même si moi c'est vrai que j'ai passé d'assez mauvaises games, puisque j'en ai fait 6 et j'en ai gagné une. Donc voilà, un ratio, comme on dit sur Twitter, qui n'est pas très très bon. Et j'aurais pu me consoler avec un mode narratif, parce que en fait, moi je suis arrivé avec mes gros souliers de joueur narratif et qui adore le mode Crusade. On fera un épisode sur le mode Crusade l'année prochaine, c'est promis, pour vous en parler, parce que ce qui est cool avec le mode Crusade, c'est qu'il est assez bien défini pour inciter les gens à jouer au mode narratif, en même temps assez large pour être un petit peu adapté. Avec JB, voilà, on a l'habitude de se rencontrer, de se raconter des histoires, comme il le disait tout à l'heure, et c'est très bien. Et je me suis dit, écoute, si c'est juste le mode Crusade pour Kill Team, avec un petit peu plus de personnalité, parce qu'après tout, on a moins de figues, donc on peut aussi un peu se prendre un peu plus la tête, tu vois, avoir raconté une vraie histoire pour chaque gus, c'est encore mieux. Et bien en fait, c'est pas trop le cas, pour la simple et bonne raison que le mode narratif est construit sur le mode égal, et donc il permet à des joueurs narratifs d'affronter éventuellement des joueurs en mode égal, ce qui est peut-être louable dans l'intention, mais dans l'idée, du coup, je vois très mal comment un joueur égal, je peux lui dire, alors là, je suis en train de faire de l'XP, mais est-ce que tu m'autorises d'avoir une relance par-ci, un bonus de dégâts par-là? Le mec, il va me dire, non, on est en jeu égal, fais ton XP si tu veux, mais tu n'auras pas les bonus. Non, en fait, je crois que c'est juste, tu notes ce que tu fais, et puis après, tu l'appliques à ouais, mais donc, du coup, fondamentalement, ça veut dire qu'un mec qui... Enfin, quel est l'intérêt? C'est-à-dire que dans le cadre d'un événement, tu joues soit en narratif, soit en jeu égal, et dans le cadre d'un groupe de potes, j'ai envie de dire que généralement tu te mets d'accord. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment très bizarre de sacrifier le potentiel d'un jeu narratif sur l'autel de la compatibilité entre les deux, tu vois. Parce que du coup, quand vous jouez en narratif, vous n'avez pas une autre expérience de jeu. Ce qui est le cas à 40 000. Et typiquement, je pense que jouer en Crusade, certes, c'est plus long parce qu'il y a la mise en place, faut faire les tableaux de perte, d'expérience, etc. après votre game, mais ça retire un stress, par exemple, des objectifs secondaires qui ont été créés à Warhammer 40 000 pour créer un jeu plus équilibré entre les factions, de dire, outre la mission, tu as moyen de marquer des objectifs secondaires que tu peux choisir en fonction de ton adversaire, etc.
Et ben ça, on l'a pas en Crusade. On te dit, tu as des objectifs de faction. Typiquement, JB qui joue Orc peut faire du wheeling avec ses motos Orc et ça lui rapporte de l'XP. Ça n'a aucune incidence sur la game, mais ça lui permet. C'est cool. Bah oui, bien sûr. C'est ça l'incidence, c'est que c'est cool et c'est que c'est fun. Et moi fun. j'aime bien les wargames quand c'est cool et quand et c'est ça fun. raconte l'histoire de ta faction. Bah ouais, ils font du wheeling. Donc fondamentalement ta faction est rigolote. Donc non mais c'est test. Le coup de les Space Wolves peuvent se boire et se vanter de certains exploits puis tu dois faire l'exploit pendant la game. C'est plein de petits trucs comme ça qui n'ajoutent que de l'XP, qui vont pas du coup briser l'équilibre de la game, mais par contre vont te retirer une espèce ce que j'appellerais un peu l'angoisse tactique, tu sais, du dire même quand t'es pas joueur ultra compétitif, maintenant c'est la scène compétitive qui domine et quand t'arrives sur une table de jeu, je ne peux pas m'empêcher de sentir cette pression de dire oh putain faut que je domine, faut que je sois trop fort, faut que Matrix il soit bon. Bah j'ai pas ça quand je joue Crusade. Et surtout ça rend la partie intéressante même quand tu vois que tu perds en fait. Bah ouais parce que tu te dis tu peux encore faire de l'XP, tu peux encore faire des trucs rigolos, tu peux encore juste même faire marrer ton adversaire. Enfin combien de fois JB s'est fendu la gueule après m'avoir roulé dessus parce qu'il a des codex V9 et que je joue toujours en V8. je suis un mec un peu old school, c'est pour ça. Mais voilà, en fait, avec des figurines en métal, t'as les codex de l'époque. Et bah voilà, c'est un problème. Mais ouais, non, vraiment déçu par le mode narratif, le fait qu'il n'ait pas de mission en soi, que ce soit les mêmes missions que le jeu égal, parce que tu vois, c'est même pas juste le même mode de jeu, c'est les mêmes missions, c'est les mêmes objectifs principaux. Les mêmes objectifs secondaires aussi. Voilà, ça enlève du charme, mais ça enlève en fait un truc tout bête qui sont les missions asymétriques. Ouais. C'est-à-dire que quand tu joues en narratif, bah, des fois, tu vas avoir une armée qui est retranchée et une autre armée qui l'attaque, et tu veux peut-être imaginer des scénarios de bataille qui racontent une histoire, ne serait-ce que sur la mise en place, ne serait-ce qu'au déploiement, il y a déjà une histoire qui est racontée. Alors que là, vu qu'on est sur les mêmes mises en place et sur les mêmes objectifs que le jeu égal et le jeu compétitif, bah, pour pas désavantager les adversaires, vu que c'est le but de ce mode-là, chacun se déploie de la même manière. Donc même au moment où tu mets la table en jeu, tu racontes même pas d'histoire. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension? Parce que je pense que même en jeu égal, et je reviens à tout ce qu'on disait au tout début sur les origines de Kill Team, est-ce qu'en jeu égal, ça mériterait pas d'être un jeu qui est égal, mais où en fait les scénarios, même en jeu égal, racontent une histoire? Parce que tu as quand même des trucs de faut activer des terminaux, faut passer des firewalls et tout, mais en fait ça se joue comme tenir 3 points, quoi. Bah, c'est très neutre en fait. Oui, on est d'accord, ça n'a aucun feeling sur la carte. Que tout le monde puisse un peu rentrer dans le scénario et s'identifier, parce que activer des terminals, par exemple, si tu joues des tyrannides. Terminaux. Ouais. Activer un terminal. Voilà. Si tu joues des tyrannides, par exemple, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois. Les balises radio, si tu joues cette faction-là, qu'est-ce que t'en aurais à foutre? D'ailleurs, je crois que c'est un des rares trucs qui est bien écrit dans le bouquin, c'est un moment, c'est marqué. Alors là, les trucs s'appellent comme ça, mais vous pouvez les renommer selon vos factions. Et oui, ok, merci. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé, j'étais quand même assez choqué déjà de constater, et j'aurais dû le voir un petit peu avant, que les jeux, les modes égal et narratif partageaient les mêmes scénarios, et que je me disais, même s'il n'y avait pas de mode narratif à proprement parler, en fait, le jeu a pas beaucoup de saveur. On est vraiment sur un jeu équilibré, j'ai envie de dire à la race, un peu compétitif, un peu tournoi dans l'esprit. Alors que pour moi, un jeu d'escarmouche avec des opérateurs, oui, c'est déséquilibré, oui, il y a des trucs un peu bizarres, typiquement des tyrannides qui vont peut-être activer des terminaux, mais peut-être qu'ils vont les manger. Je veux dire, c'est pas très dur d'inciter les joueurs à être créatifs, tu vois. Non. Mais je trouve que quand tu les incites à être archi équilibrés, en fait, les gens sont plus créatifs, ils font que suivre les règles qui, par ailleurs, sont mal écrites et donc te donnent un mal de crâne pas possible. Mais à noter qu'on a fait que les missions du bouquin de base et j'ai même pas lu en fait les missions des suppléments. Alors peut-être qu'il y a des trucs plus intéressants de ce côté-là. Ce qui change, c'est que les décors sont indiqués sur les cartes. Mais même c'est à peu près tout. J'ai cru en voir passer des asymétriques, par exemple, au niveau des déploiements. T'en as quelques-unes qui le sont un petit peu. Un autre truc qui va à 40K est vachement important, le rôle du premier joueur, de l'attaquant, du défenseur. Qui là, le Kill Team joue vachement là-dessus. Qui va être le premier joueur, qui va être l'attaquant? Vu que c'est l'activation alternée, au final, tu as juste une figue d'avance par rapport à ton adversaire. Alors qu'à 40K, être l'attaquant, être le défenseur, c'est pas du tout la même chose, vu que tu actives toute ton armée. Tout ce truc d'emphase là-dessus, il n'a pas de tant d'incidence que ça dans le jeu. C'est vrai que moi j'aimerais bien voir des missions genre où tu t'infiltres derrière les lignes ennemies, tu vois, ce genre de truc où les objectifs même sont au-delà du déploiement, même l'objectif de la partie est asymétrique, tu vois. Que tu avais l'habitude de voir avant sur ce jeu. Non mais en plus quand j'ai vu le système de Fireteam donc qui décompose la plupart des kill teams sauf les Space Marines qui sont déjà très forts mais en plusieurs parties, je me suis dit ils font ça parce que tu auras des missions où tu commences avec une Fireteam puis tu dois rejoindre l'autre à partir de tel tour où il y en a une qui peut spawner quelque part, tu sais les scénarios de Kill Team tels que moi je les ai vus passer pendant des années dans White Dwarf où tu avais des sentinelles, tu avais des mecs qui devaient infiltrer puis exfiltrer, tu avais des idées d'évacuer tes figues et tout. Là franchement
tu tires une carte et c'est marqué OK, vous gagnez 2 points de victoire si vous emmenez la figue sur la zone de dans la zone de déploiement ennemi. On marque des points de victoire en validant des objectifs qu'on a eu via des cartes. Ou via la mission elle-même. Via la mission. Quand tu es en jeu égal, ces cartes, elles sont définies par les figurines que tu joues. Parce que chaque Fireteam a des mots-clés, tu peux piocher des objectifs que là-dedans. Là, en narratif, tu te fais un espèce de pool d'objectifs et après, tu prends ce que tu veux dedans. Donc, tu as ce truc de « Ok, j'ai envie de raconter un petit peu cette histoire-là, mais au final, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir, c'est à toi de tout faire. Mais le jeu te donne pas suffisamment d'options. Et vu que ce que tu gagnes, c'est des points de victoire et pas des points d'expérience, limite, tu n'as pas vraiment d'intérêt à faire certains objectifs plutôt que d'autres. Parce que moi, je me suis retrouvé à jouer que des objectifs d'assassinat. Et au final, c'était hyper fort. Et j'ai gagné toutes mes parties du week-end parce que mes objectifs que je devais faire pour gagner la partie, c'était tuer des figues adverses. Quand tu tues des figues adverses, l'adversaire il a moins d'options. Du coup, il est moins fort. Du coup, tu gagnes. Toi, Thibaut, avec le Genestealer, tu avais pris des objectifs où tu devais détruire des bâtiments, contrôler des lieux. Au final, ça marchait pas. C'est-à-dire que quand tout doit faire 2 points d'activation sur des figues à 2 points d'activation, tu devais mettre beaucoup d'efforts pour raconter l'histoire de ta kill team. Et au final, tu n'arrivais pas à gagner des parties et tu n'arrivais même pas à finir un petit peu l'histoire que tu voulais raconter. La plupart du temps, même, je terminais pas le 4e tour parce que j'avais plus de figues, ce qui est quand même assez chaud, quoi. Mais effectivement, c'est pour le dire à l'envers, pour ceux qui connaissent un peu Warhammer 40 000 ou le mode Crusade qu'on vous a déjà présenté dans d'autres podcasts, c'est un peu comme si tu disais aux joueurs narratifs Warhammer 40 000 vous voulez jouer narratif, piochez dans les objectifs secondaires de faction et adaptez ça, au lieu de vous donner des points de victoire, ça donne des points d'XP, c'est hyper pauvre en fait, tu vois, t'as ce côté, venez, il y a un mode narratif, en fait oui, il y a un tableau d'XP, il y a quand même des blessures, il y a tout ça, enfin, c'est pas non plus complètement dépouillé, mais c'est vrai que c'est vraiment en gros, moi je trouve que c'est limite le mode narratif que Kill Team avait avant, il y a rien qui a changé, alors qu'entre temps, on a eu AOS et Warhammer 40 000 qui ont eu des modes narratifs qui sont quand même beaucoup plus approfondis que mais ça m'a étonné parce que moi quand j'ai lu les règles en fait au début je pensais que ça allait être beaucoup plus sympa que ce que c'est au final parce que c'est les mêmes missions que le mode mais tu le vois pas tu le vois pas parce qu'en fait moi ce que je me disais je voyais qu'il corrigeait un défaut que je voyais dans le Crusade de 40K qui est Vanilla t'as pas d'objectif sur plusieurs games en fait t'as pas d'objectif à long cours donc en fait c'est un peu comme à 40K un peu toutes tes parties si t'as pas de codex qui ajoute des objectifs à long cours toutes les parties sont un peu déconnectées entre elles en fait. Et là, ils essaient de mettre un truc qui se joue sur plusieurs parties, mais au final, c'est pas si ça marche pas tellement. Et au final, ce qu'on perd en ayant des missions partagées est beaucoup plus grave. En fait, tu perds vraiment énormément de. Que ce qu'on gagne avec ce qu'ils appellent les objectifs secondaires, où tu vas avoir un type d'objectif à réaliser pendant tant de parties pour débloquer quelque chose au final. Il me semble que Arnaud et Thibaut, vous avez fini votre objectif secondaire et qu'en plus, ce que tu débloques est même pas hyper récompensant, quoi. Si tu améliores une de tes armes, quoi, en gros. Ouais, donc, ça dépend des trucs. Donc c'est mis sous le titre de équipement rare, il me semble que c'est ça. C'est ça. Mais au final, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir accompli quelque chose quand vous avez validé votre objectif secondaire ? Non, et en plus de ça, on s'est volontairement laissé finir l'objectif secondaire de chacun sur une map comme ça, juste pour voir ce que ça donnait et voir si c'était gratifiant derrière. Et au final, non. Et au final, je trouve ça plus intéressant dans une mission de pouvoir faire des wheelings et tout ça que. Mais ça aussi, c'est un vrai truc pour terminer peut-être sur. Ça, faudrait pouvoir faire des wheelings dans toutes les missions. Bien sûr, mais c'est un vrai truc par rapport au mode narratif aussi, c'est que par rapport à ce que disait Arnaud, on s'est laissé le faire. En fait, à Crusade, tout ce que tu fais pour gagner de l'XP, outre le fait de participer à la bataille, de tuer des ennemis, déjà là, le fait de tenir un compte de qui fait quoi, je trouve que c'est assez compliqué, et au final, pour pas grand-chose, puisque la plupart des figues peuvent gagner entre 1 et 3 XP, donc c'est pas non plus... Enfin, je sais pas, ils auraient pu trouver, je pense, un système plus simple, mais là où je voulais en venir, c'est qu'à Crusade, à part qui gagne, qui perd, et celui qui gagne a toujours un bonus Crusade, donc qui vient du mode narratif, et ben je peux pas empêcher JB de faire du wheeling. Si là, je suis basé sur des objectifs de jeu égal,
un joueur qui est en mental jeu égal, on va dire, et ben s'il me voit en train de placer une balise dans sa zone de déploiement, il va dire oh le connard, il est en train de faire son truc. Et potentiellement, le mec pouvait très bien me saboter ma game et me dire bah rejoue jusqu'à ce que tu réussisses à le faire. Et c'est horrible. Tu sais, c'est un peu comme les succès de merde où genre débloquer une arme dans un FPS, tu dois faire 4 backflips sur ton quad, tuer 3 headshots avec un lance-roquette. Et c'est impossible à faire. Au milieu qui dure 10 minutes. Donc du coup, tu as des mecs qui s'organisent dans des serveurs privés pour le faire, tu vois. Bah là, c'est un peu ça, quoi. Et du coup, tu te dis bah en fait, c'est là où je me suis rendu compte. Je me suis dit non, mais en fait, les mecs n'ont pas fait un mode narratif. Ils ont mis 2 tableaux de perte et d'XP. De l'équipement rare qui n'est pas de l'équipement rare parce qu'il n'y a rien qui est défini. En gros, ça améliore une de tes armes. Comme ça, c'est pratique, tu n'as rien besoin d'écrire. À Crusade, hein, tu as quand même des trucs, certes très génériques, armure Indomitus et tout, tu sais pas trop ce que c'est, mais au moins il y a des projetés. Voilà, au moins il y a du vocabulaire Warhammer. Et tu peux l'adapter. Nous, on l'a vu, on l'a adapté. D'ailleurs, c'est un autre truc qui est bizarre, c'est que très peu de choses sont décrites en termes de lore dans les règles, en fait. Oui. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est pas un jeu qui est narratif, alors que moi, fondamentalement, un jeu d'escarmouche, et c'est peut-être là où est le problème, et on va embrayer sur la conclusion, c'est que pour moi, un jeu escarmouche, c'est un jeu qui est plus voué à être narratif qu'un wargame plus large. Et visiblement, ils ont fait un petit peu l'inverse. Surtout quand tu vois l'héritage qui est clairement ça dans l'univers de Warhammer. Ça a toujours été les jeux narratifs, étaient des jeux plus escarmouches, quoi. Du coup, messieurs, je vous propose de passer au verdict et vous demander finalement qu'est-ce que c'est pour vous Kill Team et à qui vous le conseillez. Et on va faire mentir le tour de table jusqu'à présent et poser la question à Arnaud d'abord. Alors, je pense que c'est pas ce à quoi s'attendaient nous, mais ça c'est notre problème, c'est pas forcément le problème de tout le monde. C'est un jeu fondamentalement fun pour les nouvelles teams qui vont arriver dessus. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à voir arriver les boîtes et les kill teams différentes que vont nous pondre Games Workshop, parce qu'il va y en avoir au fur et à mesure. Donc ça, on va vraiment apprécier ça. On va être des crews Yankees en allant chercher des trucs pour rajouter sur notre pile of shame. Mais à côté de ça, moi c'est un jeu que j'ai apprécié monter en termes de figurines. C'est un jeu que j'ai apprécié monter en termes de kill team. J'ai beaucoup aimé aller de gauche à droite dans mon White Dwarf pour monter ma kill team TS. C'est un jeu que j'ai aimé jouer, auquel j'ai aimé jouer. Par contre, je sais pas si j'y rejouerai. Je sais surtout pas dans quelle occasion j'y jouerai. Je sais que je l'avais un petit peu pris en me disant ça va être une boîte 40K que je vais peut-être pouvoir faire à la maison, auquel on va peut-être pouvoir jouer avec ma compagne, je vais peut-être pouvoir lui expliquer les règles. Clairement, je vais me reconcentrer sur Warcry et je vais m'occuper de ça d'abord, pas Kill Team. Je pense qu'on a eu trop de mal entre nous alors qu'on a l'habitude d'y jouer et qu'on a l'habitude de lire des règles. C'est clairement pas fait pour des nouveaux arrivants. C'est, je pense surtout, pas fait pour... c'est pas tourné de la bonne manière, de la manière dont c'est communiqué. Ça a commencé par un trailer très cinématographique. On s'est dit que le narratif allait être très cinématographique, allait raconter des choses. C'est pas le cas du tout. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour la compétition. Le narratif a été rajouté par-dessus, comme un mode online a été rajouté dans un jeu vidéo, juste pour dire on a un mode online, débrouillez-vous avec ça, ou un mode photo, des choses comme ça. C'est vraiment juste une surcouche au jeu en lui-même. C'est cool, mais c'est pas fait pour moi. Ok, est-ce que Charles, c'est fait pour toi? Ouais, moi comme je disais au début, ce que je cherchais, c'était un jeu plus tactique. Et vraiment, comme je l'ai dit, qu'il y avait ce feeling XCOM, et ça, je l'ai trouvé, en fait. Et après, venant de ce type de jeu, je m'attendais à avoir un mode narratif solide, comme on s'y attend avec ce genre de jeu, et ça, je l'ai pas eu. Mais la partie tactique de la partie, il est vraiment là, je trouve qu'il est vraiment intéressant en jeu. Mais après, il y a l'enrobage, comme j'ai dit tout à l'heure, qui laisse un peu... qui est pas foufou, quoi. Mais après, le jeu, je m'y vois y jouer en fait en club, simplement. Faire pour les soirées. Parce que le week-end, généralement, je fais du Warhammer 40 000, mais je vais jamais en club en soirée, en fait, parce que je me dis, j'aurai jamais le temps de faire une partie de 40 000, en fait. Et le 500 points, ça m'intéresse pas, parce que quand je joue en 500 points, j'aligne 3 unités, et il suffit qu'il y en ait une qui meurt, la partie, je sais qui a gagné, quoi.
Et voilà. Et donc je me dis, je vais y jouer le soir avec des gens qui savent jouer. J'initierai personne avec ce jeu-là, je le sais. Mais au moins, j'aurai un jeu tactique fun, un jeu tactique intéressant à jouer en club, quoi. Ok, intéressant. Là, je vois mieux du coup dans ta façon de décrire le jeu où se positionnerait un petit peu Et je pense pas Kill Team dans la. Et je pense même pas que ce soit un jeu de tournoi, comme disait Arnaud. Pour moi, il est même trop déséquilibré de par son. Il a dit que c'était un jeu compétitif. Ouais. Mais c'est compétitif entre guillemets à jouer qui va gagner avec ton pote, tu vois, mais pas compétitif tournoi pour moi. Enfin, il y a déjà eu des tournois. Il y a des tournois, Kill mais Team. je pense pas que ça prendra vraiment beaucoup de force comme 40K ou AOS sont des tournois. Tu vois. Mais alors du coup, est-ce que ça prendra pas beaucoup de force parce qu'il y a déjà 40K et AOS et que c'est des jeux plus populaires, déjà plus installés Ça, c'est une question, mais moi j'ai vraiment l'impression que de mon point de vue, ça a été écrit pour peut-être s'ajouter à ce roster. C'est-à-dire que s'ils avaient fait un truc plus narratif, c'était sûr que ça ne percerait jamais dans ces cercles. Or aujourd'hui, ces cercles sont très intéressants pour Games Workshop de par la notoriété, la longévité que ça amène à un jeu. Il y a peut-être une stratégie de leur part de dire bah ok, on fait un jeu d'escarmouche, mais on veut pas un jeu d'escarmouche à la Warcry qui est anonymisé dans le fait que c'est des petits groupes de potes qui font ça en garage le dimanche, qui ont leur campagne avec leur héros qui passe à la Conan, tu vois, du mec qui est venu du désert et qui finit roi parce que voilà, il a suivi sa campagne que tu peux suivre par faction avec beaucoup d'éléments narratifs et beaucoup de textes qui sont rajoutés. Tous les mois d'ailleurs sur le site de Warhammer Community, ils offrent encore des campagnes comme ça pour Warcry. C'est pas du tout le même investissement et le même bruit, j'ai envie de dire, autour du jeu. Et là, moi, tout ce que je vois de Kill Team, c'est des gens qui se prennent la tête sur les règles et qui vont au tournoi, au Warhammer World ou ailleurs. Et j'ai l'impression quand même que même dans les chaînes compétitives que je regarde et qui m'intéressent, d'un point de vue game design, en fait, les gens, ils demandent à ce qu'il y ait du rapport de bataille Kill Team et à ce qu'il y ait aussi du contenu sur Kill Team. Et j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu d'abord pour ces gens-là et pas pour faire une sorte de Warhammer 40 000 à un plus petit format ou pour des nouveaux arrivants ou pour des gens qui voudraient jouer à du narratif. Et moi, je trouve ça dommage. Mais bon. Alors, je sais pas comment ils l'ont voulu, tu vois, mais pour Et moi, on ce aimerait sera bien pas un savoir. jeu de tournoi, tu vois. Ouais. Peut-être que sur la durée, Ouais. tu auras raison, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même ça penche plus de ce côté-là, quoi. Ça penche plus au niveau de l'écriture, d'avoir un truc relativement compétitif, parce que ça veut être un espèce d'échec, tu vois, avec des pitous, quoi. Mais j'ai pas l'impression que vraiment le jeu soit assez pensé en termes d'équilibrage. Tu vois, par exemple, le système de construction de liste, je le trouve très intéressant en termes de jeu, tu vois, en termes de ce que tu peux faire avec, mais en termes pour les tournois, je vois même pas comment ça va marcher. Et en plus, on l'a vu avec les Custodes qui roulaient sur toutes les parties lors des premiers tournois. Ils ont changé complètement l'équilibrage de la faction parce que ça marchait pas, tu vois. Et comment tu veux rééquilibrer une faction avec ce système de construction de liste? Bah, tu es obligé de réimprimer une page. Ouais, exactement. Effectivement. Bah non, tu nerfs une arme qui est trop forte. Ouais, mais alors que, en fait, avec les systèmes de tournois à points, en fait, tu as juste à changer un petit peu les points. Là, tu dois rechanger une datasheet, tu dois rechanger la façon dont on construit une liste. Après, récemment, Games Workshop a prouvé que du coup, ils sortaient un petit peu de. Mais sachant que c'est lié surtout à la mise à jour des points. À comment sont conçues les boîtes, tu vois. Ouais. Ta team, elle est liée à ta boîte. Donc, si en plus on te dit, finalement, c'est plus vraiment comme la boîte, tu dois faire tu vois ce que je veux dire. Oui. Il y a un truc qui marche. Pour moi, pour que ça marche au moins en tournoi, il va falloir qu'ils revoient la construction de liste. Mais moi, je m'en fous. Le tournoi, ça m'intéresse pas. Oui. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, ça oppose deux philosophies. Cette idée de tu prends ce qu'il y a dans la boîte, c'est quand même très, comme disait, je ne sais plus si c'était Arnaud ou JB, c'est quand même très new player friendly. Tu t'achètes juste une boîte, c'est très simple, et Et à l'inverse, effectivement, tout le reste des règles est plus du côté compétitif, tu te prends la tête sur ton list building, etc. Et effectivement, on voit par contre que effectivement, si ça perce dans les très hauts cercles de la compétition, il peut avoir ce genre de problème. Donc, bon, l'avenir nous dira où Kill Team nous emmènera, mais même dans leur sortie, leur agenda de sortie qu'ils ont annoncé et qui pour l'instant n'ont pas trop tenu, mais peu importe, ce qu'ils ont montré, c'est de dire il y a un Kill Team tous les 2 mois, et ça rappelle vachement ce qu'ils faisaient avec Underworld, qui est peut-être le jeu le plus compétitif, tu vois, alors peut-être pas en termes de renommée, mais pour eux, c'est le jeu que Games Workshop décrit comme son jeu compétitif, tu vois, Warhammer Underworld. Donc parce que t'as les cartes, parce que t'as les trucs, parce que t'as pas beaucoup de figues, donc un mec qui est vraiment dans la compétition, il peut enchaîner des games et tout, tu vois. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser à cette idée de peut-être ils voulaient marketer ce jeu comme un jeu très compétitif, là où moi je l'attendais très, très fun et très narratif. Après c'est aussi le modèle de Necromunda qui est quand même un jeu beaucoup plus narratif, tu vois. Mais il n'y a pas une boîte Necromunda tous les 2 mois, quoi.
Pas une boîte au sens Ouais, il y a avec un deux petit factions et des supplément. nouveaux décors. Ouais, il n'y a pas une boîte, mais il y a un petit supplément de factions qui rajoute des trucs à tes factions ou qui en sortent de Eh nouvelles. ben, j'irais jouer à Necromunda, mais peut-être qu'au final, c'est ça qu'ils se sont dit, c'est que le jeu là, il existe déjà, mais le problème, moi, que j'ai envie de leur dire, c'est que ils sont pas traduits, Il faut acheter des figues pour et faire il du faut acheter Necromunda. les figues et qui sont pas disponibles au magasin, enfin ou très peu, enfin bon, bref, c'est un petit peu emmerdant. Passons sur Necromunda, revenons à Kill Team avec l'avis de JB. Bah, je sais pas vraiment pour qui le jeu est fait, mais j'ai la même conclusion qu'Arnaud. En fait, le jeu il est pas fait pour moi. Je sais pas c'est pour qui, mais c'est pas pour moi. Voilà. Non, mais c'est pas un mauvais jeu. Je pense pas que c'est un mauvais jeu. On n'a jamais dit ça. Il a des choses intéressantes à faire avec ce jeu-là. On peut faire des parties sympas, effectivement, comme Charles disait, en club, avec des gens qui connaissent le jeu. Mais c'est pas une porte d'entrée. J'ai vraiment eu du mal à la fin du week-end à me positionner par rapport au jeu. Et une chose qui est sûre, c'est que moi, j'avais plein d'envie avant. J'étais, je vais faire une kill team comme ça, une kill team comme ça, une kill team comme ça. Et ça m'a vachement ravisé, en fait. Et au final, je suis quand même drivé, moi, par les figues, par le modélisme, pour pouvoir jouer. C'est-à-dire que je veux faire des jolies figues pour les jouer. Là, j'ai envie de faire des jolies figues, mais je vais pas avoir envie de les jouer derrière. Mais c'est exactement le cas. Moi, pour la DevCorp, j'ai des jolies figues, je veux bien les peindre, mais je pense que je les jouerai jamais. Mais ça, c'est dommage. Mais je les aurai. Oui. Warcry m'a fait l'effet inverse. J'ai racheté des bandes que j'ai jamais jouées. Mais parce que je trouvais que je m'étais dit, je m'en fous parce que j'aime les figues. Et en plus, vu que je peux tester le système, j'ai testé le système et que je sais qu'il est simple à reprendre en main, si dans 6 mois j'ai envie de me remettre à Warcry, je sais que ce sera pas un calvaire. Alors que là, Kill Team, j'ai oublié. Tu vois, exactement la même chose pour moi, parce que je me dis que Warcry, si je me fais une bande, même si je la joue dans 6 mois, dans 1 an, et que je fais 2 parties avec, effectivement, la première partie, je serai là, attends, c'est quoi les. Ah, ok, c'est ça les compétences. La deuxième partie, c'est bon, je l'aurai. Là, je pense pas que ce soit Et puis tout est imprimé sur des cartes que tu as devant toi. C'est ça, c'est vachement plus simple de t'y remettre. Il n'y a pas ça à Kill Team. Là, il n'y a pas ça. Mais après, sur les cartes, tu vois, tu peux les faire, tu peux prendre ton compendium, tu peux faire ceci, cela. Mais surtout, en fait, le système de jeu fait que si tu joues pas régulièrement, je pense que tu l'oublies. Et c'est ça que je dis là, dans le sens compétitif. Il y a l'idée de tournoi, la scène compétitive, mais il y a aussi cette idée compétitive au sens où c'est ce truc de fear of missing out. Tu vois, tu faut tout le temps te mettre à jour et il y a des nouveaux trucs qui sortent et tout. À Warcraft, il n'y a pas ce feeling là, tu vois, il y a 2 boîtes qui sont passées qu'on a trouvé cool et moi j'aimerais bien repeindre des bandes Warcraft, mais souvent quand je vois les trucs je me dis putain c'est vraiment le jeu, c'est vraiment ma vision du wargame, c'est ce jeu là, je devrais peindre que ça en fait, et je pense que je serais moins dans le stress, tu sais, de comment je monte mes figues et tout, parce que typiquement les devcore je les ai pas montés parce que j'étais en mode alors attends comment je les monte, je monte plutôt un sniper, mais en fait moi j'imagine mon plus côté démolition etc, et là d'avoir joué je me suis dit bah tu sais quoi, je vais les monter pour 40 000 tu vois vraiment et tu joueras les profils à Kill Team peut-être, et je jouerai peut-être 2-3 profils avec Kill Team parce que de toute façon j'ai suffisamment de figues garde pour un moment et vouloir après, me chauffer à au-delà combiner des trucs du jeu, des mécaniques du jeu en lui-même, de ce qui peut être fun, de ce qui peut être pas fun, en termes de temps, en fait ça va pas plus vite que de faire une petite partie de Warhammer 40 000. Sauf effectivement, nous à un moment avec Charles, on a réussi à jouer en 1 heure. Ouais, mais vous jouez en jeu égal avec des objectifs en jeu égal, avec on n'a pas eu tout le surplus narratif que moi j'aime bien. Et du coup, je me dis, est-ce que je préfère faire une partie de 40 000 qui va me prendre 3-4 heures, ou une partie Kill Team qui, entre le temps de sortir la boîte, sortir les machins de ça, va me prendre 2 heures, voire 2 heures et demie, j'aurai un meilleur feeling sur une partie de Warhammer qui va me durer 4 heures. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé sur le week-end et qui m'a fait un petit peu peur, même si on n'est pas non plus les gens qui jouent le plus, et je pense que malgré tout, même quand tu joues plus et que tu galères un peu, tu finis par économiser du temps quelque part. Mais moi, il y a un moment, je me suis dit, putain, là, j'aurais eu le temps de faire 500 voire 1000 points. Et il y a même des games où je me suis dit, mais en fait, je peux pas faire dans le temps d'une game de 40 000, je ne peux pas faire 2 games de Kill Team. Et pour moi, en fait, dans mon ratio mental, tu vois, c'est de me dire, un jeu d'escarmouche, c'est moitié moins de temps. Si c'est plus, c'est que c'est plus un jeu d'escarmouche, c'est un jeu tactique, qui effectivement, fondamentalement, par rapport au nombre de figues, est un jeu d'escarmouche, mais c'est une autre expérience. Et en fait, avant, je voyais plus ces jeux d'escarmouche comme une idée de dire, c'est quand t'as vraiment pas le temps et que tu cherches vraiment autre chose. Et en fait, moi, retrouver le côté compétitif qui m'emmerde déjà à Warhammer 40 000 et rallonger dans un jeu qui se joue pas beaucoup plus vite que 40 000, ça m'embête un peu. Même si je pense qu'effectivement, par la suite, tu peux enchaîner les games, et si quand tu replaces pas le décor à chaque fois, etc., t'as plein de trucs pour accélérer. Mais j'ai pas été conquis comme ça sur la durée. Moi, j'ai vachement de mal à me projeter dans le jeu sur la durée, très clairement. Je pense que c'est les filles qui m'y feront revenir. Moi, je me projette pas dans le jeu. Et après, je trouve ça quand même aussi intéressant de savoir ce qui m'a pas plu.
pourquoi ça m'a pas plu et de pas Comment on peut le changer. Comment le changer, parce que on a pas mal discuté sur le retour de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour refaire du Kill Team qui nous corresponde plus, parce que je pense pas que ce soit un mauvais jeu, c'est juste un jeu qui nous correspond pas, ou en tout cas qui correspondait pas à l'expérience qu'on avait envie d'avoir pendant ce week-end-là. Par contre, il s'ouvre à des règles maison et à des week-ends un peu plus... Comme tous les wargames. Voilà. Ouais. Donc je pense que si on prend le temps de faire un mode narratif qui soit un peu plus récompensant, si tu joues plus l'ADN de ta faction que juste des objectifs très bêtes et méchants, si tu vas avoir des règles maison pour donner de l'XP, si tu as tel exploit qui est réalisé par tel fig ou tel genre de choses, et si un truc, on rend les victoires vraiment importantes, parce que moi j'ai gagné toutes mes parties, mais j'ai pas eu l'impression... Je l'ai dit quand même à la fin du podcast. Mais j'ai pas eu l'impression, une partie sur deux, elle était terminée, j'avais pas l'impression d'avoir gagné quelque chose, j'étais juste là, T'as gagné ta partie, quoi. j'ai gagné ma partie, j'ai buté le mec. Donc dans le cadre d'un club, dans le cadre d'un événement plus compétitif, c'est intéressant parce que le but d'un jeu aussi, ce jeu-là, c'est de gagner, mais dans le cadre d'un truc narratif, bah, tu tables rase l'adversaire, mais j'ai rien raconté comme histoire, donc c'est pas hyper fun, et moi je cherche du fun, et là j'en ai pas Mais trop pour eu. avoir joué à du AOS en égal ou du Warhammer 40 000 en égal, je trouve que ça raconte plus d'histoires que Kill Team en narratif. En vrai, parce qu'il peut se passer se passer plus de choses improbables. J'ai joué avec une bande hyper vanille, dans le sens où j'avais 5 figurines de tir, 5 figurines de CAC, j'avais pas de spécialiste, j'avais eu des armes lourdes, mais bref, c'est pas grand chose. J'avais pas ce truc de j'ai un médic, j'ai un mec avec une radio, j'avais pas ça. T'avais juste une grenade et puis ça suffit. Voilà, j'avais des super grenades qui ont tué 2 sorciers Thousand Sun en un coup. Tu vois, quand t'as le mec qui s'accroupit derrière le décor, t'as le sniper en face qui va monter pour lui tirer dessus, et après t'as le médic derrière qui va le soigner. Tu vois, enfin, peut-être que l'expérience de jeu que j'ai eue correspond pas à toute la richesse que le jeu peut offrir, mais en tout cas, là, moi, je vais en rester là sur Kill Team, et à moins qu'on s'y mette vraiment pour refaire un mode de jeu qui puisse m'intéresser, je pense pas que je rejouerai à ce jeu. Ouais, et puis du coup, on en revient à qu'est-ce que tu préfères faire, te prendre la tête et passer du temps à réécrire un jeu qui existe déjà, ou jouer à Warhammer 40 000 que tu kiffes, et où effectivement c'est pas plus rapide, Non. mais tu connais l'expérience et tu l'aimes, donc pourquoi tu changerais, quoi. Bah voilà, donc je pense que je vais rejouer à Warhammer 40 000. Je vais rejouer à Warcry parce que Warcry c'est fun. Même si c'est pas équilibré, tu t'en fous parce que tu fais une partie en 20 minutes, t'as perdu, bah t'en refais une après, une demi-heure après, et tu peux te marrer. Voilà, et je préfère un jeu qui me fait marrer qu'un jeu tactique en fait. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on se terminerait pas ce podcast par une petite partie hobby ? On n'aura pas de suggestions pour ce podcast, à moins que toi tu en aies prévu, mon cher JB. Mais je me suis dit, vu qu'on est 4, eh ben, on va un peu quadrupler, non, au moins doubler la partie hobby. Donc peut-être pas la peine de rallonger éternellement ce podcast avec des suggestions. Par contre, parlez-nous de ce que vous avez peint, monté, messieurs. Et Charles fait la gueule, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait de ton côté là. Non, le seul truc que j'ai peint ces derniers mois, c'est les décors. Tu vois, et t'en as eu mal au poignet à force de brosser. C'est relou. Enfin, peindre des décors, c'est vraiment le truc que je déteste le plus, quoi. On en parlait tout à l'heure. C'est ce que j'ai peint le plus cette année, je te comprends. Ouais, voilà, bon. Fallait faire comme moi, fallait payer un kilowatt Thibaut pour quitter. J'ai des raisons personnelles pour faire que en cette deuxième moitié de 2021, j'ai très peu peint, alors que j'aurais voulu, mais j'ai des bonnes choses qui me sont arrivées dans la vie. Oui, j'allais dire, c'est des raisons personnelles. Généralement, c'est ce que les gens disent pour des trucs assez tristes, mais toi, c'est des bonnes choses. Non, ce sont des bonnes choses, mais qui fait que j'ai dû mettre un peu mes projets en pause, et je vais essayer d'y revenir là, dans les prochaines semaines. Cool. Mais j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Je vais continuer mes Space Wolf. Et faut que je finisse les figurines que j'avais préparées il y a des mois, tu vois. Bah ouais. Est-ce qu'on peut les retrouver sur un réseau social particulier ? Alors, vous pouvez les retrouver sur Twitter et Instagram. Donc Twitter, c'est Drid, D-R-I-E-D. Et Instagram, il n'y a que mes figurines, c'est Drid Minis. Donc tiré du bas, là. M-I-N-I-S. Tiré du 8 underscore. Voilà. Pour les initiés. JB, toi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps ? À part peindre des décors. Voilà, ça, avant le Ghoulfest, j'avais peint des décors. J'ai pas eu le temps de peindre les commandos orques. C'est pour ça que je suis venu en Drukhari. Je le regrette un peu parce que je me serais peut-être plus amusé avec les commandos. Il y a vraiment un truc de. On a attendu cette boîte, je sais pas combien de temps, et ni toi ni moi avons joué la faction qu'on voulait. De la boîte qu'on a payée ensemble. C'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que j'ai peint depuis ? Là, je suis en train de peindre des figues pour la bonne auberge. Je dois peindre 20 warats et 10. Donc les warats, c'est des hommes bêtes. Donc je peins 20 hommes bêtes et 10 soldats bretoniens
qui date de je sais pas quand, parce que je crois qu'il y a l'archer bretonien là. Ouais, je crois qu'il n'y a même pas la date sur la grappe, tu vois. Ils n'avaient pas les chiffres à l'époque du moment où ça a été imprimé. Un chiffre romain dessus. Voilà. Et je me suis fait un horrible constat après avoir fini de monter ces 20 Humbet, c'est que cette année, j'ai peint plus d'Humbet que j'ai peint d'orques. Et je me sens sale. Il va falloir rattraper ça très vite, Jean-Baptiste. Non mais ouais, donc je peins pour le boulot, donc j'ai pas trop le temps de peindre, on va dire, des figues pour perso. Après franchement c'est cool de peindre pour le boulot, c'est pas mal. Puis en plus je suis parti en vacances, tout ça, donc j'ai pas eu trop le temps de peindre depuis le dernier enregistrement. Pas grave, on va se faire une petite session peinture dans la semaine. Il va falloir, j'ai 20 bêtes à peindre, gars, donc faut avoir me motiver. J'arriverai avec mon Abaddon, sur lequel je galère depuis maintenant quelques semaines. Parce que je me prends un petit peu la tête et que j'arrive à l'étape de ah merde, faut que je commence à faire un truc sur lequel je ne suis pas très à l'aise. Et tu sais, c'est ce moment où tu dis je pourrais tenter ça, mais tu sais que t'es pas sur n'importe quelle figue et t'as peur de mettre des couches de peinture. Donc je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos et tout, il y a rien qui me plaît et j'ai très peur. Mais je me dis qu'à un moment, une figue terminée vaut mieux qu'une figue avec son socle sur une poignée et le corps de la figue sur l'autre, la tête sur un bout de grappe. C'est hyper triste pour le maître de guerre du chaos de finir comme ça. Donc il faut que je le finisse avant la fin de l'année. Ce serait quand même assez chouette de terminer cette année sur Abaddon. Et de comparer avec ce qu'on s'était dit dans tous les quatre d'ailleurs, parce que vous étiez tous les deux là, Arnaud et Charles, sur notre podcast, nos engagements pour 2021. Mais on fera ça complètement éclaté. On fera ça en janvier 2022. Non, moi non, j'ai tout raté. Mais mettons-nous face à nos erreurs, Charles. On fera ça en janvier 2022, comme ça tu as encore jusqu'à au 31 décembre minuit pour rattraper tes erreurs, mon cher Charles. Donc voilà, moi je suis là-dessus. J'ai aussi repeint des chimères parce que j'ai le même syndrome de JB, c'est que je me dis si je repeins pas ou je peins pas des vieilles figues de ma garde, je ne vais plus jamais les toucher parce que maintenant il y en a des nouvelles et en plastique, ce que je n'ai pas connu depuis à peu près 25 ans. Donc du coup je suis en stress. Et à la base moi pour Kill Team je voulais jouer des Karcharodon et des River que j'ai montés et puis les peintures ne sont jamais arrivées grâce à Wayland. C'est faux. Alors si, oui, non. C'est faux. Les peintures ont été commandées le 24 août. Mais elles ne sont jamais arrivées. 2 pots sur les 3 qui sont arrivés mi-novembre. Voilà. Et il y a un pot d'ailleurs où j'avais un petit peu craqué sur la couleur, il faut le rappeler. Donc voilà, depuis j'ai acheté le bon pot, mais j'ai toujours pas peint ces figurines sur lesquelles j'aimerais... du gris, il a acheté une couleur qui s'appelait kaki, et du coup il était déçu quand il a eu du kaki et pas du gris. Mais pour ma défense, c'est JB qui m'avait envoyé un équivalent sur un tableur Excel qui disait que c'était l'équivalent. Donc voilà. Sur le nuancier sur internet ça correspondait, mais dans la vraie vie ça ne correspond pas. Oui, absolument donc, pas. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur internet. Et voilà, c'est une belle morale. Donc bref, il y a aussi ces figues là qui attendent et sur lesquelles j'aimerais bien tester un peu les lavis à l'huile, les genres de trucs, ou voir peut-être même le chipping médium. Mais vous me ferez un tuto, vous me ferez un tuto parce que j'ai bien envie de peindre des Space Marines comme ça. Je les aime bien quand l'armure elle est toute éraflée, toute pétave. Bref, je passe la parole à Arnaud qui a fait quoi ces derniers temps à part couper de la raclette. Ça me prend beaucoup de temps, bien plus que de peindre en ce moment, malheureusement ou heureusement, après tout c'est mon métier. Je l'ai choisi, c'est comme ça. Moi comme j'avance toujours beaucoup plus avec une carotte au bout, j'ai fini 2 sorciers pour finir une kill team. J'ai fait un bon tiers. Une kill team de Tsangor là maintenant. Ouais, bon, c'est assez vite fait, tu sais. Les poulets bleus, ça se peint vite, donc ça va. Et puis, j'ai fait un bon tiers de DevCorp. Et voilà, j'ai pas eu le temps. Très cool d'ailleurs, très beau schéma de couleur. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de finir pour le Goule Fest. Voilà. Et bien voilà. Pas trop de hobby depuis le dernier épisode, vous l'aurez compris. C'était il y a pas longtemps. Bah ouais, c'est vrai qu'on vous a envoyé 2 épisodes la dernière fois. Visiblement, ça vous a plu. Si celui-ci vous a plu, malgré nos réserves sur Kill Team, eh bien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. C'est toujours le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez aussi mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, en parler à vos groupes de ghouls, clubs, boutiques préférés. Parce que, mine de rien, le bouche à oreille nous aide également beaucoup. Et bien sûr, si vous avez testé aussi ce nouveau Kill Team, n'hésitez pas à nous taguer dans vos photos de parties, de vos figues, etc. On veut tout voir. On veut voir votre avis et on vous donne rendez-vous très bientôt, l'année prochaine en fait, pour effectivement peut-être un petit bilan 2021 pour commencer 2022. Voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Avec des bonnes résolutions comme peindre des figues, ne pas acheter de chiens, ne pas se marier, enfin des choses vraiment qui vous permettent qu'on va bien peindre tenir. plus. Voilà, effectivement. T'as oublié. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est que j'ai acheté une PS5. Ne pas acheter de PS5 parce que de toute façon, c'est pas le chien, je m'en fous. Il est assis à côté de moi, il dort. Mais c'est la PS5 qui m'a empêché de peindre.
C'est peu de ça, foire. c'est la faute de la PS5. C'est comme. C'est Kratos. Ok. Mais après, c'est vrai que Kratos, il est pas mal. Petite envie d'une bande Warcry peinte un peu façon Kratos, mais je vous parlerai de ça dans le prochain épisode. Je vous laisse. On vous fait de gros bisous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine à bord du Land Rider. Gros bisous. Salut. Ciao. Brrr. Bonus. Trax.